Oui, Christophe Levisage, moi je ne suis que rapporteur dans cette affaire où ceux qui vont intervenir sont les autres. Je vais intervenir, moi je représente ici, dans mes multiples casquettes dans lesquelles j'ai connu pas mal d'entre vous, désormais je suis dans les associations environnementales et vis-à-vis de cette question des informations satellitaires, océaniques et côtières, je m'intéresse tout particulièrement à l'environnement marin. Et donc dans une position d'abord de prescripteur, puisqu'on représente quelque part la société civile qui pose des questions, qui interroge la connaissance et donc les moyens d'acquérir la connaissance. Et puis d'autre part, des associations qui utilisent quelque part au bénéfice de leur plaidoyer ou bien pour interroger les projets, comme on l'a décrit tout à l'heure, qui interrogent ces informations, qui ont besoin que ces informations soient compréhensibles, intelligibles, disponibles, etc. Donc, quelque part, une exigence très forte sur une couverture complète de nombreux sujets, et puis une exigence en face que ces informations soient accessibles, intelligibles. Donc, je me contenterai ici pas forcément d'animer, mais en tout cas de relancer sur ces questions et sur ces points les différents intervenants. Alors, le mieux, c'est que... Voilà. Écoutez, aujourd'hui, c'est ça. Je viens vous faire une brève description des produits qu'on a, nous, chez Arctus. Des solutions d'observation de la Terre pour offrir des décisions informées, parce que la télédétection, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des connaissances sur la planète. Bon, précisément, dans notre cas ici, c'est l'océan. Fait que chez nous, on a développé pas mal de sujets, pas tant développer des sujets, mais développer des façons de faire, d'observer la Terre puis de regarder les océans. C'est un peu pour ça qu'on a été ici invités aujourd'hui. C'est vous parler un peu de qu'est-ce qu'on voit du haut des airs. Donc, la prochaine. C'est ça, Arctus, la compagnie pour laquelle je travaille, c'est une compagnie qui a été établie en 2019 par un chercheur, Simon Bélanger, dont la conjointe est ici dans la salle aujourd'hui. Et donc, c'est ça, on est spécialisé en recherche et développement et on offre aussi des services presque exclusivement télédétection. On prend des images satellites, on transforme ces données-là pour offrir ça autant à nos clients qu'à des utilisateurs d'OT. On fait ça surtout pour les gouvernements, mais aussi pour la communauté scientifique et éventuellement pour le grand public. Suivante. Arctus, on fait partie du groupe ACRI. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce groupe-là. C'est 8 entités réparties en France, au Québec évidemment, en Inde, en Espagne et en Italie. Fait qu'on est toutes généralement des petites entités qui partageons un bassin de professionnels où on prend la télédétection pour y mettre de la valeur ajoutée puis offrir de l'information. Suivante. Donc chez nous, on est 8 professionnels scientifiques qui travaillons sur une base quotidienne à faire du traitement de données des images satellites pour offrir nos solutions. Nos clients, principalement, les agences spatiales, évidemment, parce que ce sont nos fournisseurs de données, mais du monde comme l'Agence spatiale canadienne sont autant nos fournisseurs que des personnes à qui on fait on offre des services de traitement d'images parce qu'il faut savoir que les agences spatiales fournissent la donnée, mais généralement sont pas ils ne mettent pas de valeur ajoutée aux images satellites. C'est des fournisseurs d'images, mais c'est nous qui faisons les traitements. Hormis ça, comme dans le secteur privé, on a des compagnies là, comme des entités BC Hydro pour qui on fait des cartes de glace sur 6 mois de l'année, à tous les jours, il faut leur fournir des cartes de glace. On ne parle peut-être pas d'océan, mais on parle quand même de milieu aquatique. Donc, pour nous, c'est des clients importants. Et évidemment, les gouvernements, autant que le milieu académique, sont nos clients. Suivant. Donc, dans le cas qui nous retient aujourd'hui, on se demandait pourquoi Arctus était invité à cette conférence. Bon, évidemment, on parle d'océan et chez nous, c'est ça, on traite beaucoup de données d'océan. Et comme la télédétection, c'est un outil pour faire l'acquisition de connaissances. Suivante. Et donc, la connaissance est partout en télédétection parce que c'est la donnée qu'on regarde, qu'on veut comprendre et qu'on doit fournir au client. Mais souvent, comme je vais le dire un peu plus loin, le client n'est pas au courant que ça existe ou ne sait pas comment traduire cette donnée-là. Suivante. Et donc, chez nous,
Ce qu'on fait, c'est ça, c'est d'aller chercher la donnée, de transformer la donnée, de préparer la donnée et d'offrir au client des réponses à ces questions. Parce que souvent, on a besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour prendre des décisions. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est des produits d'aide à la décision, pris à partir des images satellites qu'on transforme nous-mêmes pour offrir ça aux clients pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Fait que c'est un peu le but de la télédétection. Quand vous regardez Google Maps, Google Earth, vous regardez ça, puis vous essayez de comprendre qu'est-ce que vous voyez. Ben nous, c'est ce qu'on fait, mais bon, dans le milieu océanique, mais aussi, bon, dans le milieu terrestre, c'est moins pertinent pour nous ici. Mais en général, c'est ça. On prend la télédétection pour l'adapter pour le client, pour qu'il soit capable de prendre des bonnes décisions. Suivant. Le client, son défi, il ne sait peut-être pas que la donnée existe, mais il ne sait pas où se trouve la donnée. Généralement, si vous demandez à quelqu'un, va me chercher une donnée, les gens ne savent pas c'est où. Nous, en tant que spécialistes, on connaît les endroits où aller chercher la donnée, on sait comment la chercher. On a souvent des accès privilégiés aux agences gouvernementales. Donc, nous, notre rôle, c'est ça, c'est d'aller chercher la donnée pour le client puis lui présenter. Suivante. Encore un autre petit coup. OK, traduire la donnée. Pourquoi que j'ai mis cette diapo-là? Si les gens sont capables d'aller chercher la donnée, souvent, ils ne savent pas comment interpréter cette donnée-là. Donc, ici, l'exemple qu'on met, les gens veulent découvrir les sargasses qu'il y a dans cette partie d'océan-là. Ils prennent un composé coloré, ils ne savent pas comment. Nous, on leur dit, suivante, tu changes le suivante, oui, c'est ça. On change de type de bande d'image satellite que nous, on connaît, et de ça, on est capable, suivante, d'avoir l'information que l'on veut. Ça, c'est le genre de choses que nous, en tant qu'experts, on est au courant de ce genre de trucs-là que le public en général ne savent pas. Donc, notre rôle aussi à nous, c'est d'enseigner le client sur ce qu'il veut avoir, le décideur. Suivante. Un autre exemple ici, on a un lac en plein milieu, mais c'est aussi vert que les forêts autour. Quelqu'un qui n'est pas habitué de regarder ça va se dire « Ah, mon Dieu, il y a de la forêt partout. » Non, nous, on leur dit « Il y a un contour, il y a une étendue d'eau et nous, on va faire la distinction de ça. » Suivante. Encore un coup. L'autre chose qu'on fait, c'est quand on dit qu'on va chercher la donnée, le client, s'il va chercher une donnée comme ça, mais qu'il va avoir la prochaine diapo, ce genre d'information-là, ben nous, on fait tous les traitements pour, entre la donnée qui est brute sur les serveurs comme de l'ESA, pour amener ça au client. L'important pour nous, c'est de traduire la donnée puis de la rendre efficiente pour le décideur. Suivante. Donc, ce qu'on fait chez Arctus, c'est d'aller chercher l'ensemble des données, de la compréhension de ces données-là, de la traduire et de la formater dans une espèce d'outil où c'est déjà comme prédigéré et prête à être visualisé par le client. Suivante. Le processus qu'on a pris, quand j'ai monté la présentation, je regardais, c'est ça, les 5 points qui étaient importants dans la présentation, qui étaient notés pour l'observation de la Terre, qui étaient mobiliser, traduire, négocier, synthétiser et appliquer. Bien, ça s'applique très bien à ce qu'on fait chez nous, parce qu'on va chercher la donnée, on fait les traitements. Après ça, on fait une base de données avec ça qu'on soumet au client, qui le client avec les produits d'aide à la décision qu'on a créés, on est capable de faire une espèce de boucle qui tourne où on affine toujours notre produit. Suivante. Donc, ce qu'on fait chez nous, je l'ai dit un peu tantôt, mobilisation. On va chercher les données, qui soient gratuites, qui soient payantes. On va chercher la donnée pour le client parce que nous, on sait exactement ce qu'il a besoin. On va chercher aussi des fois des données in situ. S'il y a des données là, on met des brouillés à la mer qui nous donnent de l'information, puis qu'on va jumeler ça par la suite avec l'image satellite, on va être capable de faire des corrélations pour établir des meilleures réponses. Le savoir local aussi, c'est quelque chose qui est non négligeable. On est dans un endroit où même s'il y a des images satellites ou même si on a des données, le savoir local des gens qui savent des choses qui ne sont pas sur les images, nous, on prend ça en compte et on rentre ça dans nos modèles. Suivante. Traduire. Tantôt, je vous ai montré des images où on voyait un plant de sargasse qui était rouge. Souvent, on va prendre les images et on va les traduire en indices. Comme ici, c'est un indice de chlorophylle A, parce que c'est plus parlant de mettre des cartes avec des indices que l'image brute, parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir une échelle. Fait que nous, on va produire ce genre d'échelle-là qui va aider encore une fois l'aide à la décision. Suivante.
Un autre exemple ici, l'agence spatiale. On a beau être une agence spatiale, ils ont besoin d'un produit qui va présenter une séquence de glace dans le lac Saint-Pierre au Québec. Ils ne savent pas comment le faire. Ils ont beau produire les images, mais ils ne savent pas comment représenter ça pour faire un outil pédagogique pour les décideurs qui gèrent autour de ce plan d'eau-là qui est sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, nous, notre rôle dans ce mandat-là, c'est de leur dire, il existe telle sorte d'image, on va vous produire ça comme ça, le format de sortie sera de cette façon-là. Donc, notre rôle, c'est de vulgariser la donnée et de la monter, de la rendre tout accessible et de faire une présentation générale pour eux. Ça, c'est un bon exemple que je voulais montrer. Et aussi, tout synthétiser notre chaîne de traitement pour qu'on puisse reproduire ce truc-là de façon le plus facilement possible. Suivante. Donc, en gros, ce qu'on fait chez Arctus, c'est d'identifier les problématiques du client pour leur fournir des solutions en observation de la Terre. Suivante. Les produits on a 5 produits particuliers qu'on fait chez Arctus. On fait de la correction atmosphérique, on fait de la bathymétrie satellitaire, on fait de l'océanographie biologique, puis on a 2 chaînes de traitement qu'on a développées, chaîne de traitement pour les ports et chaîne de traitement pour la glace. Suivante. Donc, dans les prochaines diapos, ça va être des exemples de ce qu'on fait chez nous. Une des choses qu'on fait, qu'on a développé chez nous, c'est GAC, c'est de la correction atmosphérique. Souvent, il faut faire de la correction atmosphérique sur les images, mais celui-là, on l'a développé spécifiquement chez nous parce que c'est pour le traitement des eaux. Autrement dit, soit que ce soit l'océan ou les lacs, c'est que la rétrodiffusion du solaire sur les satellites, il faut faire des corrections généralement. Puis les corrections qui sont généralement faites sont généralistes. Nous, on a développé vraiment pour distinguer la partie eau de la partie terre. Donc, il faut inclure des traitements différents, que ce soit pour la partie eau ou la partie terre. Et on est assez fiers parce qu'on est pas mal les seuls à faire ça dans la communauté scientifique. Suivante. Oui, c'est ça. OK. L'autre chose qu'on a développée aussi chez nous, c'est la bathymétrie satellitaire par l'aide de l'intelligence artificielle. Autrement dit, on rentre un paquet d'images dans une espèce de machine qui va décider quelles sont les meilleures images qu'on peut prendre par rapport à la profondeur de l'eau. Et selon un processus qui est quand même long et itératif, on arrive à déceler une bathymétrie très, très précise pour les grèves, les bords de l'eau. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement chez nous. Suivante. Exemple ici de bathymétrie. Donc, ça ici aussi, c'est dans le fleuve Saint-Laurent, c'est l'île verte, où c'est très important d'être capable de cartographier la bathymétrie entre le bord de l'eau, le littoral, et une certaine profondeur. Après une certaine profondeur, c'est plus possible de le faire, mais la bathymétrie précise qu'on est capable d'établir ici, c'est fort pertinent pour la clientèle. Suivante. Ici, je vais voir le monsieur de Sainte-Luce, le maire ici. Ça ici, c'est une bathymétrie qu'on a faite aux îles de la Madeleine pour de la recharge de plage. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. On pourra s'en reparler. Suivante. Ici, un exemple de turbidité. Ça aussi, c'est encore une fois, vous allez voir, on a souvent des exemples dans le fleuve Saint-Laurent parce que chez nous, on a moins de mer que surtout le fleuve. Et le fleuve, chez nous, c'est très important. Ici, c'est un exemple où on fait une analyse de turbidité sur une période de 12 mois où une image mensuelle est traduite pour représenter la turbidité. Suivante. Ici, un exemple, encore une fois, sur le fleuve où la chlorophylle A, quand on le regarde d'une image brute, n'est pas apparente et suivante. On voit ceci apparaître parce que, donc, ça, c'est des traces de chlorophylle là qui sont au large, pas loin, je crois que c'est Rimouski. Suivante. Ici, encore une fois, un exemple de phytoplancton. C'est le bleu pâle que vous voyez, là, qui est un peu dans le centre de l'image. Suivante. Caractérisation des berges. On a un gros contrat ici de caractérisation des berges parce qu'on parle d'océan, mais je ne l'ai peut-être pas mentionné au début. La berge, c'est aussi important que l'océan parce que c'est la partie entre la mer et la terre. Et il faut tout caractériser ici, la berge, parce qu'en cas de déversement pétrolier, s'il y a des dégâts à avoir, il faut savoir exactement quelle sorte de grève on a pour minimiser les dégâts s'il y a intervention à avoir. Donc, le mandat qu'on a là-dessus, à l'aide de l'intelligence artificielle et d'Image Sentinelle-2, c'est de faire la caractérisation au complet de ce littoral. Suivante. Et donc, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est sur une Image Sentinelle-2, un petit exemple d'une partie où on travaille, mais il faut être sûr que ce qu'on développe à une partie
d'un bout de la berge, bien, que ça se rende jusqu'aux 10 000 km plus loin, que ce soit exactement le même genre de classification et de segmentation qui va nous permettre la caractérisation. Et dernier produit, ce produit-là aussi, automatisé, c'est des lignes de code qu'on a développées. Ça, c'est pas tracé à la main, c'est vraiment tracé par intelligence artificielle où on est capable de faire la détection entre l'eau et la terre. Suivante. Dernier produit qu'on offre aussi, c'est ça, c'est la détection de la glace en milieu marin. Là, on a plusieurs projets qui sont dans le Grand Nord canadien où il y a des problèmes d'érosion avec la berge et la côte. Et quand il y a de la glace, il n'y a pas de problème, mais au moment où la glace fond à l'étiage entre la période de gel et de dégel, c'est là qu'il y a le plus d'érosion et c'est important d'être capable de caractériser quand et comment est la glace. Suivante. Autre exemple, encore une fois, sur le lac Saint-Pierre au Canada. Pour être capable d'avoir des séquences annuelles de quand la glace prend, de quand la glace déprend à la fin de l'hiver et surtout sur plusieurs années, d'être capable de caractériser les temps de glace et les temps de gel et de dégel, mais surtout avec les changements climatiques, on en parlait tantôt, parce que plus le temps avance, plus les périodes de gel raccourcissent. Et une façon de calculer ça, c'est évidemment de faire des statistiques à chaque fois qu'on a la glace. Et dernière image, on parlait tantôt de glace de rivière, des contrats qu'on a aussi beaucoup, c'est des suivis de toutes les rivières de glace qu'on a comme au Québec, dans l'Ouest canadien, pour de la gestion de barrages. Et ça, les compagnies ne sont pas en mesure de faire ce genre de calcul-là. Chez nous, on le fait parce qu'on a développé cette expertise-là. Et donc, c'est d'autres genres d'exemples de produits OT. Suivante. Voilà, c'est ce qu'on fait chez nous, chez Arctus, pour la télédétection qui aide pour le suivi des océans. Voilà, merci. Merci déjà pour cette présentation. Vous avez réussi à mettre une quantité d'informations absolument fabuleuse en très peu de temps. Peut-être trop d'ailleurs, mais enfin, je pense que tout le monde a compris que le potentiel énorme qu'il y avait dans ces informations. Et ça pose la question, puisque je fais le lien avec la table ronde précédente. Quelle est la contribution de ces informations à la démocratie environnementale? Donc, comment le public peut-il être plus informé dans des décisions? Comment peut-il y participer? Sachant qu'il y a quelque part un petit problème là-dedans, enfin, tel que je veux le voir. De plus en plus, les informations de base que vous utilisez sont disponibles et gratuites. Sentinel, par exemple. Mais les produits ne le sont pas. Voilà, donc le public, effectivement, il peut accéder comme il veut aux informations Sentinelle, aller lui-même faire les bricolages sur les différents... Mais en tirer les informations de décision que vous nous avez présentées, eh ben, il en est encore loin. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que ces informations soient accessibles au plus grand nombre? Non pas simplement compréhensibles, vous l'avez fait, mais en plus réellement accessibles. Un exemple que je n'ai pas donné ici, mais bon, pour la sécurité publique du Québec, nous, on est mandatés pour tout l'hiver et pour l'ensemble des rivières qui tombent dans le fleuve Saint-Laurent de faire les cartes de glace. Donc, nous, on prend l'image brute, on est payé pour mettre la valeur ajoutée, pour mettre l'ensemble des données, mais ces données-là sont rendues publiques pour l'ensemble des citoyens. Autrement dit, la traduction qu'on fait des images, elle ne reste pas à l'interne, cachée, secret au gouvernement du Québec. C'est mis en ligne à tous les jours, toutes les fois qu'on met de la donnée. Donc, pour répondre à votre question, le public a accès à ce qu'on fait parce que c'est le gouvernement qui paie pour nos services, mais c'est pour le public en général. C'est pour ça qu'au début, je disais que ce qu'on fait, c'est éventuellement pour le public. Donc, le public a accès à toutes ces données-là. Il a juste à aller chercher carte de glace de telle date, de telle rivière. C'est accessible. Le public ne pourrait pas se payer nos services, mais c'est le gouvernement qui paie pour le client. Donc, dans cette façon-là, pour ce projet-là. Puis ce qu'on fait comme pour l'agence spatiale, c'est sûr que la clientèle n'a peut-être pas accès directement à ce qu'on fait, mais éventuellement, ça va retomber sur le public. Moi, j'aurais une question par rapport à la... oui, Simon Roche, donc Sciences Po Bordeaux. Par rapport à la pollution des algues, j'ai pu noter que la pollution par rapport aux algues a augmenté au Québec, notamment au niveau des lacs, des grands lacs québécois. Et je voulais savoir si vous avez des données par rapport à l'origine de cette pollution
Est-ce que vous avez, comme en France, des épisodes de pollution aux algues vertes, comme on a pu voir? Ouais, les algues bleues, algues vertes, là, cyanobactéries. Écoutez, la problématique est connue depuis quelques années, mais on commence à faire le monitoring de ça parce que ce n'était pas fait avant. Puis bon, moi, il y a quelques années, j'ai commencé à faire des études sur ça, justement, être capable par image satellite, d'être capable d'identifier les lacs qui sont problématiques. Donc, mais on commence à faire ça. Moi, je pense qu'il y a du retard, mais cet été, on a encore eu des blooms d'algues, puis des blooms d'algues dans le fleuve, ça, c'est pas commun, parce que généralement, c'est dans les cours d'eau plus statiques. Le fleuve est en milieu dynamique, ça arrivait moins, mais là, l'image que je vous ai montrée tantôt, qu'on a sortie exactement pour la présentation, ça commence à être de plus en plus commun, et comme j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus d'études sur ce sujet-là. Mais l'origine, c'est le changement climatique ou l'origine, c'est l'agriculture? C'est quoi? L'agriculture a beaucoup à faire, mais le réchauffement de l'eau, surtout, je crois. Bien, ben, je pense que l'intervenant suivant, donc Marc Robin. Alors, moi j'ai un autre parti pris, hein, étant universitaire. Je vais présenter les éléments d'observation, hein, des territoires côtiers, donc à travers l'université, le CNRS et l'Observatoire régional des risques côtiers que je dirige. Et aussi, donc, ce sont des questions qui se posent au niveau du réseau national des observatoires du trait de côte, hein, sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, ainsi que quelques éléments concernant l'infrastructure de recherche illico, donc avec notamment le service national d'observation du trait de côte. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo d'avant? Pardon. Voilà. Donc, le propos, c'est finalement observer quoi et pourquoi faire. Donc, je vais vous présenter toute une série d'observations depuis le segment spatial, hein, donc depuis les satellites jusqu'au terrain, puisqu'on observe aussi quand on est sur le terrain avec nos propres yeux. Et donc, ce sont toute une séquence finalement d'outils mis à disposition finalement de la connaissance et puis aussi des territoires, hein, pour aider forcément les territoires à s'adapter dans le contexte à la fois des pressions foncières, immobilières et donc qui apparaît de façon très, très nette depuis une cinquantaine d'années, et du changement climatique. Alors pour illustrer ça, sur la diapo, là vous avez 4 photos à gauche qui introduisent un peu le problème. Observez quoi? La première en haut à gauche, une photo avec beaucoup d'urbanisation, voilà, au niveau du trait de côte. Donc on comprend bien qu'il y a un problème. Celle du dessous, on voit sur un lido une urbanisation très dense avec des défenses côtières. On est là sur un lido, donc théoriquement c'est une forme qui est submergée régulièrement à chaque événement extrême. Et on voit qu'aujourd'hui, tout est anthropisé. En dessous, on a les résultats d'un recul d'un trait de côte avec des maisons qui sont impactées. Et puis en bas, on a des problématiques de submersion avec de l'inondation, submersion-inondation avec de l'urbanisation, donc un endroit où elle ne devrait pas être. C'est pour ça que quand on parle d'adaptation au changement climatique, il faut déjà parler de maladaptation initiale, que le changement climatique va en plus amplifier. Alors là, à droite, vous avez une petite entrée matricielle. Je vais présenter des séries d'observations et donc les différentes données d'observation que l'on met en œuvre et croiser avec qui demande ces observations. Parce qu'on peut faire de l'observation et ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut que ça réponde à des questions. Donc c'est aussi la question de l'aide à la gestion des territoires, au-delà de tout intérêt scientifique. Et tout ça, forcément, étant universitaire et au CNRS, je présenterai des exemples avec des publications, hein, bien sûr, parce qu'on essaie de développer des méthodologies. Donc la diapo suivante. Voilà, alors cette diapositive très technique présente l'Observatoire régional des risques côtiers, qui a 4 missions. Donc observer pour comprendre le risque, bien entendu. Donc ça passe par l'utilisation d'un certain nombre de données et de mise en forme d'une information à travers des outils qu'on développe. Ensuite, la seconde mission, c'est informer les acteurs des territoires, puisqu'on est en prise directe avec les territoires. C'est fédérer les acteurs et les réseaux d'acteurs
autour de ces problématiques d'observation et de mise à disposition d'une information géographique pour l'aide à la gestion. Et puis donc c'est bien sûr en bas à droite le quatrième axe, épauler les trajectoires et construire les différentes stratégies d'adaptation ou aider à la construction des stratégies d'adaptation donc de ces territoires. Ça veut dire proposer en tant que scientifique des solutions ou alors épauler les opérateurs nationaux qui sont en charge de l'accompagnement de ces stratégies. Diapo suivante. Alors je commencerai là par le segment plutôt spatial. J'ai pris quelques exemples simples, hein, et à la fois de demandes au niveau des collectivités territoriales ou des services de l'État, et puis de la production d'une information à partir d'un type de données. Donc on pourrait multiplier les choses, mais voilà, vu le temps de parole qui est forcément pas extensible à l'infini. Donc cette première diapositive vous présente un travail en cours à la demande donc, du parc régional de Brière, hein, donc qui réfléchit aux trajectoires finalement d'évolution de ce parc en fonction du changement climatique à venir jusqu'à 2100. Donc ça consiste déjà à faire un état des lieux des habitats. Et quand on regarde les cartographies Natura 2000 qui existent jusqu'à présent, c'est pas suffisamment précis finalement. Hein, l'inventaire terrain est complexe et donc on a recours forcément à des données satellites. Donc là c'est la première carte qui a été réalisé à partir de données WorldView 3, qui est un satellite très haute résolution spatiale, et un satellite, comme on dit, superspectral. Et donc là, on a une production spatialisée d'habitat, donc avec la nomenclature ENIS, qui permet finalement d'avoir un T0. Donc on compare avec le passé, ce qu'on a à disposition, qui est pas de très bonne qualité spatiale, on a un T0 actuel, et donc ensuite on va pouvoir accompagner l'évolution de ces trajectoires d'habitat en fonction justement des données satellites de plus en plus précises. Donc là, c'est fait dans le cadre aussi d'une thèse en chiffres avec le parc donc, que j'encadre. Et donc là, c'est un extrait d'une première publication scientifique, c'est-à-dire qu'on va rechercher à travers une méthodologie l'utilisation de données, donc un savoir-faire, et on met ça à disposition du territoire pour sa connaissance et la définition des choix de gestion qu'il aura à faire, notamment de ces niveaux d'eau, pour accompagner la trajectoire écologique du territoire. La diapo suivante, c'est un sujet qui est un petit peu proche, mais là c'est la demande du département. Donc là c'est un département qui s'intéresse à des problématiques environnementales. Et là c'est aussi un travail fait avec donc un thésard, vous avez la publication sous les yeux, qui a consisté donc à étalonner les séries Sentinelle par rapport à des mesures aéroportées qu'on peut faire avec des caméras hyperspectrales pour voir comment est-ce que le segment satellite peut se substituer à un segment aéroporté de façon efficace, puisque effectivement, le satellite a une répétitivité et une qualité. Donc là, vous avez la première cartographie, donc Natura 2000 à fondement donc Sentinelle, avec un niveau de précision dans la typologie UNIS. Hein, on ne descend pas non plus très bas, parce que c'est quand même des données satellites en termes de résolution spatiale, de résolution intermédiaire, on va dire. Mais donc là, on a les 28 000 hectares donc, du Natura 2000 de l'estuaire de la Loire, donc fait étalonné finalement à partir des séries Sentinelle sur des enregistrements aéroportés beaucoup plus précis. Et donc à partir de là, on peut projeter finalement une réactualisation régulière du suivi finalement de ces habitats Natura 2000 dans l'estuaire et donc accompagner les territoires dans leur gestion. Une troisième diapo, j'aurais pu prendre un truc marin, diapo suivante, oui. Voilà, donc là j'ai pris un autre sujet, là c'est on est en accompagnement d'opérateurs nationaux. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'Office national des forêts. Et donc, la demande, là, c'est de suivre l'éolisation des dunes du littoral. Donc, au-delà d'une simple cartographie des habitats dunaires sur l'ensemble de la façade Atlantique-Manche de la France, on développe une méthodologie pour cartographier ces habitats et puis pour cartographier de façon quantitative les reprises d'éolisation dans les dunes, ce qui fait partie aussi des missions de l'organisme, avec des statistiques qui doivent faire remonter à son ministère d'appartenance. Donc là, en l'occurrence, on utilise les données LIDAR aéroportées pour avoir des modèles numériques de terrain corrects. On fait des extractions automatiques, ce qu'on appelle des cuvettes de déflation, c'est les petites tâches. Et c'est là que le segment satellitaire intervient, c'est savoir si ces cuvettes de déflation sont actives ou pas, c'est-à-dire, en d'autres termes, si elles sont végétalisées. Si elles sont végétalisées, ça veut dire que le milieu tient, il est de moins en moins mobile. Donc c'est l'objectif de l'ONF de maintenir aussi une forme d'immobilisme de ces dunes, surtout quand on a des enjeux en termes d'urbanisation. Et donc là, comme vous pouvez le voir sur cette cartographie à gauche, vous avez les petites taches. Donc en jaune, ce sont les taches de sable. Enfin, c'est la partie sable des cuvettes de déflation, montrant qu'il y a des reprises d'éolisation. Et en vert, ce sont les cuvettes de déflation qui sont figées par de la végétation. Et donc l'ONF
à travers sa gestion des dunes et domaniales, donc s'intéresse à ça, parce que finalement, ça permet d'envoyer des agents là où on détecte des reprises d'éolisation pour paillasser les cuvettes et essayer de minimiser finalement les reprises éoliennes dans les secteurs dunaires. Donc là, on a bien le segment spatial qui vient pour alimenter régulièrement la capacité à détecter les reprises d'éolisation sur des petits secteurs. Ça va jusqu'à... Donc là, la donnée, donc c'est de la donnée Pléiade, ce sont des séries Pléiade, donc un satellite assez précis aussi, et donc on descend jusqu'au mètre carré, où on peut comme ça mettre en évidence de façon très claire sur un grand ensemble, donc rendre un service à cette mission de service public de l'ONF. Voilà, donc diapo suivante. Donc ensuite, dans le cadre de l'Observatoire régional des risques côtiers, je descends d'un cran et je me mets au niveau aéroporté, parce que le niveau aéroporté sera forcément sous peu remplacé par le segment spatial, mais pas encore totalement. Donc là, par exemple, on utilise bien entendu toutes les données du référentiel hygiène, donc les orthophotos qui sont mis à disposition du public, et dont le site Remonter le temps est emblématique de ce point de vue-là. Et là, donc, la récupération de ces photos permet une extraction automatique de certaines métriques, notamment là, il s'agit du trait de côte. Donc le trait de côte géomorphologique, donc celui qui correspond aux pleines mers de Vivo et lors d'événements extrêmes plutôt. Et donc la comparaison de ce trait de côte géomorphologique qui est extrait des photographies aériennes depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et même sur certains secteurs régionaux depuis 1920, donc on a presque un siècle de trait de côte, nous permet de construire des cartographies d'évolution, érosion, accrétion du trait de côte. Là c'est un exemple à la demande de la communauté de communes Noirmoutier-en-Lille, où vous avez ici la carte de Noirmoutier avec les contours, et puis des couleurs. Donc quand c'est rouge, c'est en érosion, quand c'est bleu, c'est en accrétion. Et on voit bien que par période de temps, on a des tendances qui ne sont pas linéaires. Par moment, c'est linéaire, donc ça, c'est toujours en érosion. Par moment, ça s'inverse sur certaines périodes, en fonction des événements extrêmes qui peuvent se produire, ou des événements tout simplement. Et donc on analyse très très finement cette progression finalement des tendances érosion-accrétion. Et ça, directement, c'est quelque chose qui est utilisé dans les stratégies locales, ici en l'occurrence une intercommunalité, qui rend des services. Et là, ça vient bien du segment aéroporté. La diapo suivante, toujours en segment aéroporté. Là, c'est un exemple des campagnes aéroportées qu'on fait annuellement dans le cadre de l'Observatoire, faites à partir d'un lidar aéroporté, donc un laser aéroporté, couplé avec des caméras hyperspectrales. Donc chaque année, on fait toute la bande côtière de la région Pays de la Loire. D'autres observatoires en France font la même chose, en Aquitaine, en Occitanie. Bon, voilà, on réfléchit ensemble aussi à la façon de bien monitorer l'environnement côtier. Donc là, c'est pour la partie topographique. Je prends juste un exemple là, la demande donc là du syndicat mixte Bassin du Lait, donc une autre collectivité. L'objectif, c'est de produire des cartographies annuelles de la mobilité sédimentaire, donc des volumes de sédiments qui arrivent, qui partent, etc., pour bien gérer finalement les plages, les problématiques d'érosion, la position des défenses côtières. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette cartographie, on a différents pas de temps. Ça peut être un pas de temps annuel ou un pas de temps tous les 5 ans, mais on a une restitution de cette mobilité finalement de la bande côtière qui est extrêmement importante forcément pour la gestion de ce territoire. Quand c'est en rouge, c'est en érosion. Quand c'est en bleu, c'est en accrétion, en volume, en 3D cette fois-ci, contrairement au 2D de la diapositive précédente. Et donc voilà, ce sont des données qui sont bien sûr mobilisables et utilisées par les gestionnaires pour pouvoir savoir comment gérer les atterrissements sédimentaires ou les défenses côtières, le cas échéant, ou les rechargements de plage, si besoin. Diapo suivante. Un autre exemple du segment aéroporté, cette fois-ci pour la partie bathymétrie. Donc là, c'est un exemple donc avec un laser bifréquence et donc un certain nombre de développements qui nous a permis il y a la publication là, qui nous a permis d'aller plus loin que ce que font les organismes en charge de ces problématiques en France. Ici, c'est un travail sur le retour d'onde. Enfin, je n'entrerai pas dans le détail technique, mais ça nous permet de monitorer dans des eaux ici moyennement turbides, à turbides, jusqu'à une profondeur assez inédite. Donc là, par exemple, c'est la première représentation de la baie de la Baule, quasiment sans problématique d'interception du signal avec la turbidité. Et vous connaissez la baie de la Baule, l'eau, c'est pas la Polynésie. Donc il faut pouvoir descendre un peu plus bas et suivre ça. Et dans la baie de la Baule, il y a des mouvements sédimentaires, il y a des problématiques d'érosion,
il y a des problématiques de transfert de sable sur une partie de la baie, il y a des problématiques de rechargement. Je ne parle pas du remblai actuel. Donc ça veut dire qu'effectivement, la bonne connaissance de la mobilité sédimentaire, au-delà de l'utilisation d'un modèle hydrosédimentaire, ça passe par de l'observation. On est bien sur de l'observation et pas de la modélisation là. Donc ça permet de bien positionner les caractéristiques sédimentaires pour pouvoir bien gérer donc cet espace. La diapo suivante. Donc je descends encore d'un cran. Là, j'arrive au niveau des drones. Les drones aussi. Alors les drones, c'est un petit peu c'est la mode aujourd'hui, hein, pour différentes raisons géopolitiques. Mais en termes d'observation, c'est quelque chose qui prend énormément d'essor dans les collectivités. Il y a beaucoup de bureaux d'études qui se spécialisent là-dessus. Il y a des collectivités qui s'équipent. Un drone, c'est 5 à 6 000 euros. Hein, avec 5 à 6 000 euros, un logiciel pour pouvoir le géolocaliser, le géopositionner. Pour 10 000 euros, on a un outil extrêmement efficace qui permet de faire du suivi très précis, hein, de métriques inaccessibles par voie aéroportée et totalement inaccessibles par segment spatial. Alors c'est juste un exemple à la demande d'une collectivité. Là, il s'agit d'une commune, les Sables d'Olonne, un suivi de falaise, donc des suivis de falaise, un monitoring de falaise par drone. Et là, vous avez donc par photogrammétrie. En rouge, c'est les endroits de la falaise où vous avez des petits départs de petites pierres, de petits cailloux. Donc ça permet de monitorer avec une très très grande précision donc, les problématiques d'érosion de falaise, sachant qu'elles passent complètement à la trappe quand on fait ça avec des données de référentiels nationaux. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, quand vous consulterez l'INEC V2 du CEREMA, vous verrez que sur les secteurs à falaise, on est en dehors des possibilités puisque les données utilisées à la base ne sont pas suffisantes pour aller monitorer des petits coups de grignotage ou des petits coups de cuillère dans telle ou telle petite partie de la falaise. Donc ça apparaît comme falaise qui ne bouge pas, alors qu'en réalité, pour des problématiques de sentiers littoraux ou de positionnement d'enjeux trop proches du rebord de la falaise, c'est important d'avoir un suivi de grignotage et sur quelques centimètres par-ci par-là, voir comment la falaise évolue. Donc là, on change vraiment d'outil d'observation, les yeux s'affinent de plus en plus, hein, et le segment drone est un segment de plus en plus important aujourd'hui dans le monitoring de la bande côtière. Et enfin, donc diapo suivante, j'arrive au sol, là j'atterris. Et au sol, on regarde aussi ce qui se passe, hein, et donc on peut le faire de différentes façons. Je prendrai juste cet exemple, COSNAP, qui est un dispositif australien qui a été déployé partout dans le monde. Et donc, en région, on a déployé un certain nombre de stations COSNAP d'observation, qui consiste, vous avez le petit dispositif en haut, là, avec un poteau et vous posez votre smartphone, vous flashez un QR code et on reçoit sur un serveur votre photo. On a en moyenne entre 100 et 800 photos par mois sur toutes les stations COSNAP déployées en région et on les traite de façon à pouvoir à la fois avoir de la connaissance précise, parce que dès qu'il se passe quelque chose sur la côte, une tempête, un problème, on regarde dans les photos COSNAP et on a toujours quelqu'un qui est passé là et qui a fait la photo. Et vous voyez, donc par exemple en dessous, j'extrais sur un an juste une photo par mois en moyenne. Hein. Enfin, je prends une photo par mois au pif dans toute la base de données. Et là, c'est la station de COSNAP à Pornichet, celle de Bonne Source. Et vous voyez donc les effets de la marée, les effets du sable qui, à un moment donné, sur une photo, il n'y a plus de sable. Il est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? On a une photo avec, non pas sur celle-là, mais on voit du rechargement. Enfin bref, on a vraiment un monitoring quasiment continu, hein, de ces plages, et ça permet vraiment d'avoir une information dite participative, puisque c'est le public, hein, qui prend les photos et qui nous les envoie, ça ne coûte rien. Hein, enfin, si ce n'est que ça ne coûte rien en bilan carbone, une photo, et puis un transfert via, ça coûte, mais bon, ça ne coûte rien financièrement. Et en tous les cas, on a une masse d'informations, et après, donc, on développe des algorithmes pour essayer de redresser ces photographies et d'en tirer des informations sur des cubatures, de la quantification de mouvements, etc. Diapo suivante, j'ai presque fini. Alors, les chantiers emblématiques en cours qui font appel à de l'observation de données. Donc là, on a deux observatoires, donc un observatoire des tempêtes qu'on met en place pour adosser finalement une connaissance précise de l'impact des tempêtes dans les stocks sédimentaires à la côte suite à une vigilance vague submersion. C'est l'objectif. Alors ça, c'est un exemple à la demande des services de l'État. Donc on est en train de développer le prototype. Et donc là, juste un exemple avec la publication d'une des premières tempêtes modélisées dans le système, c'est Céline. Hein, et là, j'ai pris un exemple sur Noirmoutier. Donc voilà, ça fait partie, ça nécessite beaucoup d'observations à la fois maritimes, en mer, in situ, mais aussi de l'observation satellite. Donc
un gros projet qui nécessite beaucoup de données et qui est mis à disposition forcément des services de l'État et des collectivités concernées pour bien gérer l'espace. Cet outil, donc, notamment sur Noirmoutier, donc, fait aussi l'objet d'une thèse et nous permet de positionner les défenses côtières de façon optimale ou de les enlever pour bien savoir par rapport à quel type de tempête ce qui va se passer. Donc ça permet vraiment de gérer avec une grande finesse finalement la bande côtière. Donc l'observatoire des perceptions, c'est aussi les yeux, mais des gens, comment les gens perçoivent les choses. Donc là encore, c'est une autre source d'information développée avec toute une cohorte de disciplines, parce qu'on est vraiment en multidisciplinaire, de géosciences, psychologie, sociologie, etc. Donc comment les gens perçoivent leur environnement, c'est important, puisque quand on parle d'adaptation, il faut emporter la population avec. Donc il faut avoir l'avis de la population et comment le ressenti peut orienter le mode de pensée de la population et donc provoquer soit un blocage ou au contraire faciliter les choses. Donc c'est très important. Diapo suivante. Je vais être presque à la fin. Donc tout ça pour dire que on rajoute aussi en matière de données d'observation, mais là c'est des observations rétroactives, donc les documents anciens, l'histoire, la sédimentologie, les carottages, pour reconstruire un territoire. Donc ici, par exemple, à la gauche, vous avez simplement 4 extraits de photographies du remonter le temps de l'IGN. Vous voyez un territoire très très récent, comme tous nos territoires littoraux. Vous avez là la flèche d'Arcet, vous l'avez actuellement. En bas à gauche, vous l'avez en 50. En haut à droite, vous l'avez entre 1830 et 1860, c'est la carte de l'état-major. Et en haut à gauche, vous ne l'avez pas, c'est sur la carte de Cassini, qui a été terminée avant la Révolution française. On voit là un territoire qui s'est construit depuis la Révolution française, sur lequel se trouve une commune tristement célèbre à cause de la crise de Xynthia, la Faute-sur-Mer. On voit qu'on a aménagé un territoire dans une zone totalement dynamique. Donc là, on a vraiment des territoires très jeunes. C'est aussi la source du risque. La source du risque, c'est aussi une adaptation qui n'est pas forcément conçue sur un long terme et qui vient être percutée par le changement climatique. À droite, vous avez l'illustration de ça. Là, je prends aussi un autre indicateur finalement du risque fondé sur des observations aéroportées, satellites et tout, pour créer un indicateur sur l'exposition de l'urbanisation au risque. En haut à droite, vous avez, par exemple, là, j'ai pris un exemple en 2011 sur un petit secteur du sud Vendée. Plus c'est rouge, plus la petite boîte contient une problématique d'exposition au risque, je dirais, extrêmement importante. Ça va forcément être très impactant donc, avec le déploiement de la loi climat-résilience. En bas à droite, c'est la même zone en 50. Donc on voit que la différence entre les deux, tout ce qui consiste en aléas, ça n'a pas changé. Finalement, ce qui vient percuter l'indicateur du risque, c'est bien l'aménagement qui en a été fait depuis et qui va placer des enjeux dans des zones d'aléas. Donc il y a les publications associées. Et enfin, donc, pour terminer, juste une dernière diapositive. L'observation, c'est bien, mais il faut être aussi capable d'apporter donc, une masse d'informations bien traitées auprès des collectivités, des services de l'État, du public, pour comprendre un peu l'espace dans lequel on vit et faire du participatif. Mais il s'agit aussi, à un moment donné, de projeter les territoires vers le futur, donc ça peut se faire à travers notamment, c'est la diapo suivante, à travers cette fameuse loi climat-résilience qui nous oblige à trouver des méthodologies pour projeter les traits de côte en 2050 et en 2100, et de façon à venir, venir forcer quelque part donc les plans locaux d'urbanisme. Ça veut dire que là, ces systèmes de projection sont très importants, sont fondés sur de l'observation rétroactive pour faire du prospectif, mais elles sont empreinte tout particulièrement d'incertitude qu'il faut aussi mettre en avant, parce que la science aussi, c'est pas on a beau dire ce qu'on veut, on travaille toujours, et c'est d'ailleurs quand on travaille un peu aussi dans le cadre du GIEC, on travaille sur des probabilités, donc on n'est jamais sûr à 100%, il ne faut pas que ça devienne non plus un angle d'attaque, on n'est pas capable aujourd'hui de positionner un trait de côte futur avec une certitude absolue, donc il faut être capable d'embarquer la population dans un consensus raisonnable pour bien gérer ces territoires, donc l'observation, ça sert aussi à ça. Voilà, j'ai la dernière d'apport, reboucle sur la première. Là, je me place juste sur l'observatoire régional. Si vous avez, bon, il y a tout là-dedans. Voilà, je vous remercie. Et merci pour cette présentation, là aussi impressionnante, et qui montre que on a beaucoup d'informations et que désormais, le problème n'est peut-être plus d'avoir assez d'informations, mais de la mettre à disposition, encore une fois, de la rendre compréhensible, de l'intégrer, et puis surtout de la projeter dans l'avenir, puisque précisément, évaluer les risques, c'est bien, mais on va peut-être désormais avoir un souci non plus là, dans la connaissance, mais dans la gestion de ces risques par les décideurs. C'est un autre sujet. Est-ce que sur voilà, des questions ?
Une question. Bonjour, je suis Christophe Pipolo, je suis le président du récemment fondé Institut Atlantique d'études maritimes et stratégiques. J'ai une question pour notre dernier intervenant. Tout d'abord, je suis très impressionné par l'état des connaissances et les progrès qu'ont permis la technologie. J'aurais juste une question concernant l'Observatoire régional des risques côtiers. C'est quel volume, quel nombre de personnes qui travaillent là-dedans et quel est votre modèle économique pour pouvoir développer vos activités qui sont amenées à avoir beaucoup d'importance? Merci. Alors, l'Observatoire régional est très original. On a sorti d'ailleurs une publication dans une revue internationale sur la structure de cet observatoire, parce que c'est le premier finalement à avoir été développé. Alors, il a été soutenu par la région Pays de la Loire, économiquement, donc subvention régionale pluriannuelle. Ensuite, il est soutenu par les services de l'État, donc aussi, même chose, subvention des services de l'État. Mais il a été volontairement laissé dans l'université, c'est-à-dire qu'il est adossé à une université et au CNRS. Donc, dans cet observatoire, aujourd'hui, il y a 6 contractuels, donc ingénieurs, et autour de cet observatoire, il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs, donc des maîtres de conférences, des profs, des ingénieurs de l'université, qui viennent en appui à cet observatoire. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on a fait ça, contrairement à une structure de type GIP ou autre chose? C'est parce que finalement, dans cet observatoire sont reversées toute la sphère recherche. Donc on a des thèses, on a des thésards, on a des masters qui travaillent, et donc on les fait forcément fonctionner sur des sujets qui intéressent aussi l'observatoire. Donc il y a un échange extrêmement vertueux entre la sphère recherche et l'opérationnalité. Pendant des années, on a dit qu'il fallait rapprocher la science de l'opérationnalité. À travers cet observatoire, on a la main dans la prise directement. Et donc pour faire fonctionner ces observatoires, on a un comité technique qui réunit l'université, le CNRS bien sûr, enfin nous, et puis les financeurs, les collectivités territoriales, donc la région, les 2 départements, les EPCI, enfin les collectivités locales, et puis on a aussi les services de l'État, DREAL, les 2 DTM, et puis on a les opérateurs nationaux, BRGM, CEREMA, etc. Et donc on fait des points réguliers là-dessus de temps en temps, mais l'intérêt c'est vraiment d'entraîner un petit peu tout ça à travers la démarche scientifique, mais pas une démarche scientifique qui est perché, mais une recherche quand même relativement opérationnelle, malgré tout. C'est un peu ça. Voilà. Et le modèle économique, c'est vraiment les subventions collectivités, subventions d'État, et aussi, bien entendu, dès qu'on a des programmes de recherche, au niveau nationaux, ANR et autres, et puis européens, et donc forcément, tous ces programmes de recherche, quelque part, abondent aussi dans le savoir-faire qu'on met en place au sein de l'Observatoire. Voilà. C'est une espèce de dynamique un peu collective. Merci. On ne peut pas prendre beaucoup de questions parce qu'on est vraiment en retard. Juste 2, pour le bonheur. Bonjour, Gonelle Chailloux, je suis la directrice du réseau Québec Maritime, mais je suis aussi professeure en océanographie à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Puis ma question, comme peut-être vous ne l'entendez pas, mais moi je suis originaire de Nantes, je suis nantaise, j'ai appris à nager ici au Pouliguen, puis ce qui m'a fait aimer l'océanographie, c'est vraiment la baie de la Baule et l'école de voile à Pin-Château. Alors, c'est un retour aux sources. Ma question est peut-être plus dirigée vers nos collègues français. En fin de compte, au Québec, on a tout ce réseau d'observation aussi côtier et littoraux qui est très développé, où on fait beaucoup de recherches que tu as dit perchées aussi, ou non perchées, opérationnelles. Mais c'est la mise en action. On a beaucoup de verrous qui fait que même si on parle avec un aménagiste, l'aménagiste, il peut pas aménager tout de suite comme ça. Ça prend du temps. Il y a des verrous réglementaires, des lois, des choses comme ça qui font que même si on sait qu'on n'est pas bien, qu'on est mal adapté dans certains secteurs, la prise de décision va être difficile, même si la science et la connaissance et le savoir-faire est présent. J'aimerais savoir comment vous faites en France pour passer à l'action. Comment est-ce qu'on fait à partir de la recherche? Parce qu'il y en a de la très bonne partout. On est très connaissant. On a une avalanche même de connaissances, une avalanche de papier. On n'a même pas le temps de tout lire actuellement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer? Comment vous faites en France ou dans vos collectivités pour avoir les coups des franches, de vous adapter? Sarah, on prend l'autre question en même temps.
Et comme ça, Merci. il y aura un tir Alors, croisé. peut-être je vais rebondir sur la question de Madame. Ben voilà. On en parlera Gwenaëlle. cet après-midi. Merci Gwenaëlle. Et il y a des choses qui se font, mais on a aussi des difficultés entre le passage de la stratégie au passage à l'acte. Et on va aussi travailler ensemble pour voir comment on peut impulser les choses de manière partenariale, expérimentale, et montrer que c'est possible, possible d'agir. Je crois que c'est un des grands enjeux de la journée aussi. Barbara dirige un service important au CEREMA. Oui, Barbara Leroy du CEREMA, je suis la responsable de la stratégie mer et littoral pour la structure. Et j'avais non pas des questions, mais quelques remarques sur votre intervention. Marc, merci beaucoup. Vous avez fait un distinguo intéressant, très pertinent, en montrant les acquisitions de données par drone sur la falaise et de dire l'indice national d'érosion côtière ne permet pas d'avoir cette finesse. Et effectivement, on est en train de comparer des outils qui servent à la prise de conscience et à la communication, l'indice national d'érosion côtière qui veut avoir une vision macro, avec un autre type d'acquisition de données qui là sert vraiment à une gestion fine. Donc on est vraiment sur un emboîtement d'échelle qui a des portées et des vocations différentes. C'est également le cas des cartes locales. La loi climat et résilience nous demande de faire ces cartes d'exposition au recul du trait de côte aux horizons 2050 et 2100, entre une projection à l'échelle nationale et des études très fines locales. On n'a pas la même chose. Donc, faudrait pas. Je tiens vraiment à dire que des études nationales, c'est pour donner une vision très très macro, et que derrière, on ne pourra pas se passer d'analyses très très fines de données, d'acquisition de connaissances qui permettent localement de comprendre les processus. Et ça a été dit avant, connaître pour comprendre et comprendre pour agir. Donc voilà, c'est un distinguo qui est hyper important. Et puis 3, je voulais souligner vraiment l'intérêt de ce monitoring que vous avez mis en évidence sur je ne sais plus quelle portion du littoral, mais qui montrait vraiment que d'avoir ce monitoring qui permet de voir les transferts de sable, c'est aussi intéressant, c'est aussi pertinent en termes de compréhension des processus et donc d'outils d'aide à la décision, que derrière en tant qu'indicateur de suivi des actions et des aménagements. Donc avoir une bonne connaissance de nos littoraux, ça permet de développer ces outils qui éclairent la décision et qui permettent de suivre les actions. Merci. Merci Barbara. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, la problématique de l'échelle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Alors, j'ai parlé de l'INEC V2, je ne critique pas, je connais très bien, parce que j'ai participé donc, comme président du réseau là-dessus, sur la méthodo. Mais effectivement, à chaque niveau scalaire dépend, en termes d'actes de gestion, quelque chose. Ça va de soi qu'on ne va pas faire... L'INEC n'est pas fait pour faire du suivi de falaise, c'est évident, il faut changer de braquet. Mais il faut se méfier aussi du segment spatial. Aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup d'initiatives en gestion de territoire à travers le satellite. C'est pas forcément non plus la bonne échelle. Donc il faut faire attention aussi aux métriques qu'on sort des images. Il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de marge d'incertitude. Dans les méthodologies même qui reposent sur l'IA, il y a beaucoup d'erreurs. Et le danger aussi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'humains dans le circuit. Parce qu'on voit aujourd'hui, quand on voit des algorithmes d'IA qui font de l'occupation du sol et qu'on lance ça là-dedans pour, je dirais, refaire même des cartographies d'occupation du sol, je pense par exemple au référentiel au CSGE, il y a des erreurs qui sont un peu partout et l'IA ne les voit pas. Et donc il faut faire un petit peu attention à ça. C'est des problèmes d'échelle, c'est des problèmes de sémantique, de ce qu'on veut définir à partir de ça. En réalité, c'est relativement complexe, donc il faut quand même être relativement prudent avec ça. Et effectivement, le point d'orgue, c'est la loi climat et résilience. Le législateur a demandé un trait de côte à l'horizon 2050 ou 2100 pour pouvoir imposer le plan local d'urbanisme. C'est très, très, très difficile et ça va être fait. Et si ça ne repose pas sur un consensus avec une marge d'erreur, donc on va être coincé. C'est comme les plans... Alors là, je donne un coup de pied dans la porte. C'est comme les plans de prévention des risques et les zonages reposant sur de la submersibilité ou sur de l'inondation. C'est la même chose. Il y a vraiment beaucoup de marge d'incertitude. Et en fonction de la méthode qui est retenue, du remplissage de bassines, donc du seuillage sur du MNT, ou du modèle fondé sur de la brèche concomitante ou non concomitante, on est sur des scénarios, donc sur du consensus. Et n'oublions pas que ces documents, c'est du consensus qui repose sur une science qui, par définition, met en évidence des marges d'incertitude, donc il ne faut pas vouloir en dire plus à un moment donné. Mais quand on dit ça, on est honnête, et puis ça ouvre
ça ouvre forcément le flanc pour se faire battre en disant si les scientifiques ne sont pas capables de me foutre un trait de côte à cet endroit-là, alors ça ne sert à rien. Ça veut dire que tout ça, il ne faut pas que ça alimente non plus la critique qui vient notamment d'outre-Atlantique en disant tout ça, c'est du bullshit. Donc voilà, on fait notre travail sérieusement et il faut être extrêmement honnête. Le GIEC est un organisme avec des collègues qui sont extrêmement honnêtes et dans lesquels, d'ailleurs, peu de gens lisent le GIEC en réalité. Mais quand on lit ça, on sait que, évidemment, on parle en termes de probabilité, de marge d'incertitude. On n'arrive pas à affirmer des choses avec une autorité suffisante, donc il faut être humble. Voilà. Merci pour cette passionnante séquence qui nous rappelle que la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, c'est ça. Oui, mais on a parlé beaucoup de surveillance, enfin d'observation et de surveillance, donc recueillir de l'information en vue d'agir, de décider. On va maintenant passer peut-être à une échelle plus celle du projet. Donc, je ne sais pas si vous allez, donc Monsieur Florent Lecor, qui est référent OMR, je ne sais pas comment on dit, directeur du service énergie marine renouvelable dans le bureau d'études Biotop, et plus que ça d'ailleurs, puisque vous avez co-organisé un événement récent. Je vous passe la parole pour revenir un peu sur du concret récent. Merci. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous faire une présentation synthétique. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Ouais. Donc là, on va complètement dézoomer. On va s'éloigner très fortement des suivis et des méthodes qui ont été présentées à l'instant. Je vais vous faire un rapide bilan, très très rapide et très précoce, d'une conférence internationale que Biotop a co-organisée avec France Renouvelable à Montpellier, il y a 3 semaines, qui est la Conference on Wind Energy and Wildlife Impact. Donc c'est la plus importante conférence internationale sur le sujet éolien et biodiversité, qui traite à la fois de l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Rassemble toutes les catégories d'acteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était la 8e édition. Ça a lieu tous les 2 ans depuis 2011 en Norvège. La particularité de cette conférence, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'institution derrière cette conférence qui est organisée tous les 2 ans par un nouveau comité d'organisation volontaire qui vraiment s'investit de manière très proactive, volontariste, pour rassembler la communauté internationale de l'éolien et de la biodiversité, pour partager les retours d'expérience, les connaissances, la compréhension, les bonnes pratiques, et chacun repartir avec des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Voilà. Le thème principal de la conférence de cette année, c'était Coexistence in a Changing World. Donc, Sharing Existing Knowledge Challenges and Emerging Solutions. Ça, c'est des thèmes relativement classiques de la conférence parce qu'on est vraiment sur un partage, une mise en commun des connaissances. L'objectif à la base, c'était Coexistence in a Changing World en lien avec les changements climatiques. Bon, étant donné les nombreux changements qu'on voit à l'échelle internationale et qui ont des impacts également sur à la fois la protection de la biodiversité, le développement de l'éolien, on sent que ce thème a une autre portée que juste les changements climatiques. Si on passe à la slide suivante. Donc, l'organisation a été réalisée par Biotop, donc bureau d'études français à la base, mais actif à l'échelle internationale. Donc, je travaille au sein de ce bureau d'études et je suis responsable du service énergie marine renouvelable. France Renouvelable, qui est l'association porte-parole des énergies renouvelables en France. Et on a eu un appui de France Énergie Marine pour l'accompagnement du comité scientifique. Donc, le comité scientifique, c'était une vingtaine de personnes de 13 pays différents. Slide suivante. Très rapidement, donc on a lancé un call for abstract avec 12 sujets cibles. Je ne vais pas les lister, ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a reçu 500 abstracts. C'est plus de 2 fois plus que la précédente conférence. Et ce qui est très intéressant et qui montre en fait l'attractivité très forte à l'échelle internationale de cette conférence, c'est que 185 institutions différentes avaient fourni des abstracts, 33 pays différents. Et en termes de répartition, on avait à peu près 55% des abstracts qui traitaient spécifiquement de l'offshore et 10% de l'éolien en général. Les 6 thèmes qui avaient été principalement visés par ces abstracts, donc chaque abstract pouvait être associé à 1 à 3 sujets. Le premier, c'était l'innovation, qui est un point extrêmement important. Donc, Florence Simonet en parlera tout à l'heure dans à peu près une demi-heure. Il y avait quasiment 40% des abstracts qui faisait référence à l'innovation, qui montre en fait que l'innovation est complètement intégrée dans l'ensemble des aspects du sujet de cette conférence, c'est-à-dire éolien et biodiversité, à la fois pour le monitoring, l'amélioration des connaissances, la compréhension des impacts de l'éolien sur la biodiversité, que ce soit à l'échelle spécifique ou écosystémique, mais également la recherche de solutions.
D'autres sujets qui sont très rapidement traités assez classiquement, c'est les liens entre les réponses individuelles spécifiques et puis également en termes d'habitat et d'écosystème, et naturellement l'application de la séquence ERC. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Donc cette conférence, elle a eu lieu sur 5 jours. Le premier jour, c'était des ateliers scientifiques. Il y a eu 9 ateliers scientifiques. Je ne vais pas les lister tous. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue éolien en mer, on avait 4 ateliers qui étaient vraiment très orientés sur éolien en mer. C'était les risques de collision, les effets de déplacement pour les oiseaux marins. Un atelier scientifique qui faisait la synthèse de 30 ans d'éolien en mer, parce que ça fait déjà plus de 30 ans que les premiers parcs ont été construits. Et un atelier spécifiquement sur le Nature Inclusive Design. Alors, le Nature Inclusive Design, c'est pas que pour l'éolien en mer, mais spécifiquement dans le cadre de la conférence cette année, et plus globalement à l'échelle internationale, on voit que c'est vraiment plutôt sur les fondations et les aménagements en mer que ce concept extrêmement intéressant, extrêmement moteur s'applique. La slide suivante. Ensuite, sur les 3 jours qu'on suivi du mardi au jeudi, il y avait eu 7 sessions spéciales, dont 3 ayant trait à l'éolien en mer. Donc les systèmes de détection de l'avifaune pour les parcs éoliens en mer avec un état des connaissances. Une session spéciale spécifiquement sur le développement de l'éolien en mer dans les nouveaux marchés. Et une session spéciale ayant trait aux habitats sous-marins, plutôt benthos. From assessing managing subsea impact to offshore wind. Bon voilà, je ne rentre pas trop dans le détail. C'est une conférence extrêmement dense. Donc avec 500 abstracts, on en a retenu près de 300, un peu plus de 300. Il y a eu une trentaine de sessions, 135 présentations individuelles, 135 posters, une soirée de réception de posters. Donc naturellement, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une session dédiée au retour d'expérience. Centralisé, concaténé à l'échelle de plusieurs pays qui ont été faits notamment sur de l'éolien en mer, donc en ce qui concerne les impacts sur la biodiversité, avec un focus sur certains groupes d'espèces, notamment les oiseaux et le benthos. Et on a eu énormément de présentations ayant trait à des méthodes de suivi spécifiques. Donc si on fait référence aux méthodes de suivi satellitaire, par exemple, il y a eu 3 présentations sur des méthodes de suivi satellitaire de grands cétacés, notamment les baleines. Alors ça n'a pas un lien direct sur l'éolien, mais ça passe par là en fait. À partir du moment où on ne connaît pas, où on n'est pas capable de bien connaître les déplacements, les mouvements, les activités de certains groupes qui peuvent avoir une interaction à un moment ou à un autre avec de l'éolien en devenir, on n'est pas capable d'anticiper ces enjeux-là. Donc il y a énormément de choses qui ont trait également à l'acquisition de données. Slide suivante. Les chiffres clés, donc il y avait près de 1100 participants, plus de 950 en présentiel, plus de 60 pays, 500 institutions et entreprises différentes, donc c'était colossal. Il y avait près d'une centaine d'universités, laboratoires de recherche, 45 ONG, une centaine de développeurs exploitants. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était des chiffres qui étaient absolument considérables et remarquables. Ça, c'est une slide qui avait été présentée par le président du comité scientifique lors de la cérémonie d'ouverture, qui montre en fait le lien entre le nombre de participants aux différentes CWW, donc c'est les barres en bleu foncé, et le nombre de publications par an ayant trait à la thématique éolien et biodiversité. On voit que c'est une thématique qui est extrêmement dynamique, et en fait l'évolution du nombre de participants suit à peu près cette dynamique-là. Voilà, je crois que j'ai fini. S'il y avait, oui, 50 de sponsors, et on avait un soutien financier de 4 institutions en France, ADEME, OFB, Région Occitanie et Montpellier Métropole. Slide suivante, je crois que c'est terminé. Ah non, si. Excusez-moi. Les prochaines étapes, donc les livrables, il va y avoir donc une vidéo, en fait toutes les vidéos des présentations vont être mises en ligne pour les inscrits. Posters et présentations en PowerPoint également. Le Book of Abstracts est publié d'ici la fin de l'année, il sera accessible tout public. Et la prochaine CWW aura lieu en Espagne. Il y a le lien ici et tout est accessible sur le site internet de la CWW 2025. Voilà. Merci à vous.
Merci, Monsieur Lefort, d'avoir fait l'effort de tenir dans les... Du coup, vous avez privé peut-être de plus d'informations sur le lien entre tout ce qui se passe en l'éolien et tout ce qui se passe en mer. Moi, je voulais insister sur le fait que dans les dernières années, le développement de l'éolien offshore a été un grand coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire, parce qu'il a déclenché des demandes qui étaient très différentes des demandes sociétales, des demandes de connaissances à long terme de l'évolution du trait de côte, par exemple, etc. Mais ça a permis de recueillir des connaissances sur des sujets qu'on ne connaissait absolument pas. On a, par exemple, les chiroptères, les chauves-souris en mer, personne n'en connaissait rien. On ne savait même pas qu'il y en avait, si j'ose dire. Tout d'un coup, on a découvert qu'elles étaient partout. Les questions sur les migrations, les oiseaux qui posent des questions depuis bien longtemps, qui n'intéressaient pas forcément directement la société, mais qui, hélas, grâce à l'éolien, on a eu la question et la réponse à la fois. Donc vous n'avez pas eu le temps de le présenter, mais c'était quand même très intéressant. On va dézoomer, à moins que vous ayez des questions sur ce point. Oui, une question. On ne va pas en prendre trop, encore une fois. On pourra refaire un petit tour à la fin, oui, pour avoir des questions un peu plus globales. Et une remarque par rapport effectivement sur les enjeux biodiversité. Je m'intéresse déjà depuis plusieurs années maintenant sur le cas d'Oléron, donc sur l'AO7, une zone qui pose des problématiques environnementales assez fortes, où les associations environnementales se sont prononcées contre. Je pense notamment à la LPO et France Nature Environnement. Et c'est vrai que lorsque j'ai questionné mes collègues environnementalistes de l'Université de La Rochelle, qui travaillent effectivement sur l'impact des parcs en mer sur la vie faune, ils m'ont indiqué le problème qu'ils ont, c'est la compatibilité des agendas, où effectivement le scientifique, pour avoir des données cohérentes et justes, a besoin de s'inscrire sur un temps long. Sauf qu'on demande aux scientifiques réellement de s'inscrire dans un temps de plus en plus court du fait des objectifs climatiques, qui est celle des 45 gigawatts d'éolien en mer. Et en fait, comment on fait pour cohabiter des agendas qui ne s'inscrivent pas dans les mêmes logiques, que ce soit l'agenda du scientifique, l'agenda de l'industriel, et ne parlons même pas de l'agenda de l'élu. Voilà. Alors je vais faire très rapide. En fait, ce qui est hyper important à avoir en tête, c'est que dans le cadre du développement des parcs, il y a ce qu'on appelle des études d'impact, donc avec des états initiaux, c'est des acquisitions de données sur la caractérisation de l'état de l'environnement avant la réalisation d'un projet. Ça a trait à n'importe quel type d'aménagement. Ce qui est très intéressant, et c'est l'objet de ce type de conférence, mais c'est pas la seule conférence, c'est pas la seule publication ou la seule démarche scientifique associée, c'est qu'en fait, on a énormément de partage de retours d'expérience. En gros, on connaît les effets générique de l'éolien en mer sur la majorité des groupes biologiques. On sait quels sont les principaux effets qui sont à étudier, on sait quelles sont les principales espèces qui vont y être sensibles. Après, la caractérisation fine de l'impact de chaque effet sur chaque espèce à une échelle donnée, à un endroit donné, ça c'est quelque chose à réaliser localement, mais il n'y a pas besoin de s'inscrire sur une étude de 20, 15, 20, 30 ans. C'est pas nécessaire. Je rebondis juste sur ce qui a été dit à l'instant. Il y a plusieurs programmes de recherche et c'est vrai que c'est très intéressant. L'éolien a amené une très très forte accélération de l'acquisition de données sur la biodiversité sur très nombreux groupes. Donc ça a été le cas en éolien terrestre. Maintenant c'est le cas en éolien en mer. On voit une très très forte augmentation des données, des connaissances. Et il y a de nombreux programmes de recherche. Par exemple, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a 2 grands programmes de recherche qui sont financés par l'État français en France et qui amènent à améliorer les connaissances en vue d'un accompagnement de la planification. Donc, par exemple, il y a Migra-Lyon au niveau du golfe du Lion et il y a Migratlan au niveau de l'Atlantique Manche. Tout ça, ça s'inscrit sur déjà un retour d'expérience très significatif. On bénéficie de plus de 30 ans de retour d'expérience, donc on a cette chance-là. Je tiens à rappeler quand même que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la planification, c'est décidé aujourd'hui pour l'avenir. Et donc, c'est forcément avec les connaissances d'aujourd'hui, qui sont la recherche d'hier. Et il ne faut pas rêver. On ne saura jamais tout avant de décider. Ça, c'est une donnée de base. Et que ça compte évidemment en ce qui concerne la gestion du trait de côte et les risques, mais ça compte aussi en ce qui concerne les impacts de parcs éoliens ou bien d'installations de ce type. On ne saura jamais tout avant de faire. Il faut choisir. Et l'optique, c'est effectivement, toutes ces informations peuvent nous éclairer pour prendre des décisions éclairées précisément, mais pas forcément pour savoir absolument tout avant. Bon. Pour terminer, on va dézoomer, je pense, avec Jérôme Benveniste qui va nous parler, je pense, de spatial et d'altimétrie. Merci.
Bonjour tout le monde. Donc, Jérôme Admis. Donc, j'ai passé ma thèse à Toulouse et j'ai ensuite un peu parti un peu aux États-Unis pour voir ce qui se fait là-bas. Mais j'ai passé 32 ans à l'Agence spatiale européenne. Et je voudrais simplement dire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et surtout ce qui vient du Québec et de l'Université de Nantes, a plus ou moins illustré tout ce qu'on peut faire avec le spatial. Je voudrais juste rajouter 2-3 petits points. D'abord, les données sont totalement accessibles parce qu'on parle de Sentinelle, mais en fait, il faudrait parler de Copernicus, qui est le grand programme financé par la Commission européenne, qui permet aussi de faire des services mer et des services terre et des services d'urgence, etc. Et donc, ces services ensuite produisent des données qui sont accessibles au grand public. Et je voudrais aussi insister sur des activités que l'on fait à l'Agence spatiale européenne. En recherche et développement, on a à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de projets en simultané et bien sûr sur le long terme, depuis le lancement de RS1 en 1991 et jusqu'au Sentinelle qu'on vient de lancer et qu'on va lancer bientôt. Là. Le 15 novembre, on a encore un lancement sur le Sentinelle altimétrique. Ce sont des activités qui permettent de transférer l'information du satellite du moins les données du satellite en information, et c'est exactement ce qu'on a vu avec Arctus. Et bien sûr, on fait ça en Europe avec l'idée que ce sera ensuite l'input, comme on dit en français, d'une chaîne de valeur en aval. Moi, je voudrais insister aussi sur quelque chose qui m'a un peu passionné vers la fin de ma carrière à l'Agence spatiale européenne. Fin de carrière parce que j'ai atteint l'âge limite d'utilisation, comme sur les yaourts, vous savez. Et donc l'altimétrie, effectivement, ça nous permet de mesurer le niveau de la mer, ça nous permet de mesurer d'autres paramètres, comme par exemple le vent et les vagues. Et justement, pour les océans Atlantiques, je pense que le vent, c'est assez important, mais aussi les vagues. Et je voudrais dire que récemment, on essaie de pousser, mais on n'est pas les seuls à l'Agence spatiale européenne. La Météo France fait la même chose, l'Agence spatiale française et autres. Sur le fait qu'on doit mesurer la quantité d'énergie des vagues, qui dépend de la hauteur des vagues, mais aussi de la période et de différents paramètres environnementaux comme la bathymétrie, les courants, etc. Et donc on produit des cartes d'énergie des vagues, et on s'est rendu compte que, effectivement, si vous installez ce qu'on appelle les transformateurs d'énergie de vagues, Wave Energy Converter, les WEC, pour lequel il y a une entreprise justement là, un labo Guérande, qui s'appelle JEPS Techno et qui développe ces outils. Et moi, je pense que l'énergie des vagues, c'est aussi très important parce qu'on parlait du trait de côte et de l'érosion, etc. Et je pense que, du moins, c'est pas ce que je pense, tout le monde pense, mais il est un fait que l'énergie qui va détruire nos côtes, elle est bien amenée par les vagues et surtout des événements extrêmes. Donc, avec les satellites, que ce soit optique ou radar imageur, ou même le satellite altimétrique qui n'était pas imageur pendant 30 ans, mais qui l'est devenu après 30 ans de travail pour essayer de faire une image avec ce satellite qui mesure juste la hauteur, comme on pourrait lancer un caillou dans un puits, on mesure le temps de descente et du son pour remonter, on a la profondeur du puits, mais c'est exactement ça l'altimétrie. Maintenant, on fait de l'altimétrie en fauché, et donc c'est le satellite SWOT, Surface Water Ocean Topography, qui nous fait ces images extraordinaires à très haute résolution. Je crois que la résolution aussi est très importante parce que plus on va dans la résolution, plus on découvre qu'il y a des phénomènes qu'on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait pas observer. C'est un peu l'histoire des éoliennes où en mettant en place un nouveau système, on s'aperçoit qu'il y a des chauves-souris en mer. J'ai bien aimé cette information.
Donc, de descendre en résolution. Et alors, on parlait de moyenne résolution avec Sentinel-2. Moi, j'appelle ça la très haute résolution parce qu'on l'a globalement. Et elle est financée par la Commission européenne, par l'Agence spatiale européenne, par différentes activités en aval qui sont financées par des agences de financement comme le CNRS, etc. Moi, je pense qu'on arrive à des résolutions très importantes. Les résolutions qui sont très, très hautes résolutions sont en général des satellites privés et qui coûtent très, très cher. Ça sert à compter les voitures sur les supermarchés, du moins le supermarché du concurrent, ou le nombre d'arbres, etc. Et d'autres applications, comme on peut voir. Oui, donc je voudrais conclure en disant que tout est à disposition du public, ce qui est financé par la Commission européenne, les agences spatiales, etc. Et ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une démarche de débat public qui utilise ces données. Et ces données sont notoirement bien utilisées, soit directement par le public dans des services Copernicus, mais aussi il y a des sociétés qui se développent en aval, qui créent des emplois, qui payent des taxes, etc. Qui permet par exemple aux surfeurs de savoir s'ils vont surfer de ce côté de la presqu'île ou de l'autre, s'ils vont surfer à Lagovelle ou plutôt du côté de Pornichet, etc. Donc c'est vraiment un outil qui a un impact, je pense, très important. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, juste pour dire que pour l'Agence spatiale européenne, tous les 3 ans, il y a le refinancement. Cette année, ça va être un petit peu difficile parce qu'il paraît qu'il faut mettre des sous dans d'autres secteurs pour protéger notre territoire. Et je peux juste insister que, comme il a été dit par Nambert Samama, le maire de Pouliguen qui nous accueille, sans la recherche et les données qui permettent aussi de faire la recherche des observations, on ne pourrait pas avoir un futur très agréable. Et puis, comme l'IA est très à la mode, il faut absolument nourrir l'IA avec des données. Donc les satellites du programme Copernicus, dont les sentinelles sont développées par l'Agence spatiale européenne, et aussi les données distribuées par Eumetsat sont là. Je voulais juste aussi parler de ma nouvelle casquette. Donc, j'ai été élu président du COSPAR, le Committee for Space Research, qui est un organisme de l'International Science Council, Conseil scientifique international, qui a été créé après le vol de Spoutnik pour que les Américains et les Russes puissent travailler ensemble pendant la guerre froide. Et je pense que cet outil est d'autant plus utile aujourd'hui dans la situation géopolitique. Oui. Non, au contraire, on essaie de faire en sorte que les scientifiques peuvent se réunir dans des endroits neutres et on organise du capacity building, de la formation permanente ou la formation pour surtout les pays en voie de développement qui bénéficient, je pense, beaucoup plus que les pays développés occidentaux du spatial, puisque les réseaux de mesures in situ sont extrêmement inexistants ou difficiles à maintenir. Et donc, voilà, donc on organise un symposium tous les ans et une assemblée générale tous les 2 ans. Rendez-vous du 1er au 9 août 2026 à Florence, où justement on parle de tout ce qu'on fait en observation de la Terre pour des sujets comme par exemple la transition énergétique, qui est une transition écologique en soi, la transition énergétique. Voilà, je pourrais vous parler encore longtemps. Merci beaucoup aux intervenants pour ces présentations qui ont balayé un champ vraiment très très large, je pense. Alors je vous propose il nous reste une vingtaine de minutes, c'est ça? Je vous propose une petite séquence où on peut essayer d'avoir des échanges à l'intérieur de cette table ronde pour que la table ronde circule. Et puis ensuite, on pourra passer la parole à la salle pour quelques questions complémentaires. Je voulais juste faire un peu de minage sur ce que vous avez dit parce que j'ai pensé, la télédétection là, puis l'observation de la Terre, là, c'est rendu pas mal démocratique parce qu'on y a tous accès. Mais il faut remonter à 10 ans. Quand on voulait avoir des images satellites, ça arrivait en ruban ou en CD, puis c'était scellé, puis c'était marqué dessus pour vos yeux seulement. Autrement dit, la télédétection, avant, c'était quelque chose qui était restreint à un cercle d'utilisateurs
de chercheurs où on travaillait sur la télédétection. Quand Copernicus est arrivé, puis on commencé, je pense, Sentinel-2 a été la première donnée qui était un peu gratuite avec USGS, qui ont sorti l'ANSAT. Ça date à peu près de 10 à 12 ans. Donc, on est en début de période où les gens peuvent avoir accès à de la donnée. Ça n'existait pas avant. Même chose pour les données radar. Autant RadarSat 2, ça coûtait un prix de fou. Personne ne pouvait acheter ça, à part les universités ou quelques industriels qui avaient beaucoup d'argent, mais ce n'était pas disponible. Et ça, c'est un point important, que la donnée, depuis, 10 ans, 12 ans, est rendue disponible pour n'importe qui. Ça n'existait pas, ça, avant. Puis ça, c'est un point important. Donc, le fait que tout le monde peut mettre la main là-dessus, c'est récent. C'est, à part les universités qui faisaient de la recherche, monsieur, madame, tout le monde n'avait pas accès à ces données-là. Et l'arrivée de Google Earth, je pense, a changé beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas eu le choix d'ouvrir le marché puis de donner la donnée. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui était que pour les rats de laboratoire et les gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Le fait que la donnée est rendue démocratisée, aujourd'hui, que tout le monde peut y mettre la main dessus, c'est quelque chose de très important, puis c'est pour ça que ça avance plus vite. C'est le point que je voulais faire. Merci. Je suis désolé, c'est moi qui me suis trompé dans l'horaire. En fait, c'était la fin de la séance. Et donc, il ne nous reste pas beaucoup de place pour... Je vous propose de garder les questions, puisque vous notez bien les interlocuteurs, et je vous propose de garder les questions pour après. Et on va passer la parole désormais aux deux présentations que j'avais zappées. Voilà, Jean-Claude Dauvin, d'abord. Bon, bonne fin de matinée. Je suis Jean-Claude Dauvin, je suis professeur émérite à l'université de Caen-Normandie. Oui, c'est pas la bonne slide. Enfin, c'est la bonne slide. Mais bon, c'est pas grave, on va changer. Je suis flatté puisque j'ai passé un an de postdoc au Québec et donc ça me rappelle 35 ans auparavant. Je voudrais remercier à la fois les organisateurs des Océans Atlantiques, c'est la deuxième fois que j'y participe, et merci Monsieur le maire de nous accueillir dans cette magnifique ville. Je voudrais aussi faire un clin d'œil aux participants d'un programme que j'aimais beaucoup, qui était le programme LITO du ministère de l'Environnement, dans lequel j'ai œuvré et dans lequel je retrouvais un certain nombre de collègues. Donc ma présentation, diapo, on va parler de biodiversité, en particulier de biodiversité marine, diapo. Et diapo, suivant, avant, celle d'avant, encore, voilà. Et je vais parler de la Manche en tant que mer à forte marée. Donc on ne voit pas là-dessus parce que c'est la bathymétrie. Et moi, par rapport à ce qui a été dit, j'aime replacer, parce que j'ai un peu de bouteille maintenant, les observations, vous verrez, en ce qui concerne l'écologie, c'est des observations qui touchent la décennie, alors que la Manche, il y a 18 000 ans, il ne faut pas l'oublier, elle était vide. Il y avait un grand fleuve qui se jetait au large de Brest. Donc on est dans un système où le changement climatique, où le changement du niveau de la mer a changé perpétuellement depuis que la Terre existe. Donc ça, c'est extrêmement important de replacer ça à la fois dans le temporel et de replacer ça dans le spatial. Donc la Manche est à peu près l'équivalent du golfe du Saint-Laurent, un peu moins de 80 000 km², séparé dans son milieu par le détroit du Cotentin, mer peu profonde, tout inclus dans le plateau continental, et qui aujourd'hui permet l'implantation des éoliennes posées dans la plupart de ces parties, hormis la partie centrale. Donc vous avez deux carrés qui sont identifiés, un à l'ouest et l'autre à l'est. Je vais vous présenter l'évolution de la diversité marine dans deux cas particuliers. Le premier, le long des côtes de Bretagne, et en particulier dans la baie de Morlaix, suite à un événement exceptionnel. On a parlé d'événements exceptionnels tout à l'heure en ce qui concerne les tempêtes. En ce qui concerne l'écologie, on voit que c'est aussi les événements exceptionnels qui sont à l'origine de l'évolution de nos systèmes, et en particulier des écosystèmes benthiques, puisque je travaille sur le bentho, c'est-à-dire des organismes qui vivent au niveau du fond. Et puis, on va se translater vers la baie de Seine, l'estuaire de la Seine, où là, il y a un certain nombre d'activités marines. Je vais intervenir, j'ai oublié de vous le mentionner, à double titre. Je suis à la fois président du conseil scientifique, du groupement d'intérêt scientifique
écume, pour effet cumulé en mer. Et je suis le président du conseil scientifique de la façade Manchès-Mer du Nord, qui commence au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel et qui se termine au niveau de la frontière belge, et qui est un appui au niveau du comité maritime de façade. Donc une vision un peu globale en ce qui me concerne. Et là, en baie de Seine, et en particulier en baie de Seine orientale, un cumul d'activités. Donc on a parlé tout à l'heure des impacts de l'éolien, et en particulier d'éolien en mer. Nous n'oublions pas que la communauté scientifique est devant un double défi de faire la part de chaque activité par rapport à l'évolution des écosystèmes, la part de l'ensemble de ces activités, parce que nous n'avons pas de moyens méthodologiques aujourd'hui de considérer l'ensemble de ces activités humaines et leur impact cumulé, et bien sûr sous la pression du changement climatique que je vais illustrer dans les quelques diapositives suivantes. Diapo. Alors, qui dit observation en mer, dit essentiellement deux choses. Je vais pas, on a besoin, moi je ne travaille pas sur la zone du littoral, c'est un petit peu maintenant les strands, plus facile à intervenir. On a besoin de navires. Donc navire qui veut dire aussi flotte marine. Donc le Côte de la Manche, qui a été construit du temps de l'INSU, qui avait une division technique, a basculé aujourd'hui dans Génavire pour avoir une flotte nationale. Diapo suivante, les observations, on a besoin aussi, suivante. On a besoin aussi évidemment d'observateurs qui peuvent être à la fois des scientifiques, mais aussi des marins qui sont à bord de ces bateaux. Et je voudrais rendre hommage aux équipages qui sont dévoués à l'observation. Alors c'est plus des équipages des navires de station marine plutôt que les navires de façade ou la flotte hauturière qui travaillent un peu au large. Alors, si vous prenez la photo au milieu, vous avez un barbu. C'est moi au début des années 90 à Port du Putéus. Et au milieu, il y a Éric Thiebaud, qui a été mon premier étudiant en thèse, mon premier doctorant, et qui est actuellement directeur de l'OSU Roscoff. Comme quoi, il y a une certaine continuité dans l'observation, et en particulier l'observation des communautés marines en Manche. Diapo suivante. Alors, observer pourquoi, et puis est-ce qu'on a des moyens d'avoir des observations sur le long terme et des références? Parce que je pense que, notamment en ce qui concerne l'éolien, j'en parlerai pas, mais c'est juste une digression. Oui, on fait des études d'impact, mais il faut les replacer dans le contexte temporel, savoir ce qu'il y avait avant ces états initiaux, parce qu'ils ne partent pas de zéro. Hein. On a beaucoup de mal, notamment dans la directive 4 sur l'eau ou la directive cadre stratégie milieu marin, pour parler de pristine. Quel était le système avant anthropisation? Or, la Manche, comme beaucoup de mers côtières, ils font l'objet de pressions de pêche depuis plusieurs centaines d'années, voire depuis au moins un millier d'années. Donc, les inventaires des faunes marines sont extrêmement importants. N'oublions pas que la plupart des grandes stations marines, que ce soit Roscoff, Wimereux, Concarneau, Banyuls, Marseille, Villefranche-sur-Mer, ont été créées à la fin du 19e siècle, entre 1850 et 1875. Elles sont les mémoires des observations que nous faisons sur le littoral. Suivante. Donc, des inventaires de la faune et la flore marine de Roscoff, je crois que je ne vais pas m'étendre longtemps. Plusieurs éditions, dont les dernières ont été faites dans les années 50. Papier, évidemment. Aujourd'hui, on a plutôt des éditions sous forme de la toile, avec un certain nombre d'espèces nouvelles pour la science qui ont été décrites de la région Roscoff. Suivante. En effet, quand on parle de biodiversité marine, on parle souvent de hotspots, on parle de la Méditerranée, on parle des récifs coralliens, mais la Manche, et en particulier le nord du Finistère et les alentours de Roscoff, sont un haut lieu de la zoologie marine en France et en Europe. Plus de 600 espèces d'invertébrés ont été décrites de la région de Roscoff. Un ordre, 2 nouveaux sous-ordres, 5 familles, 5 sous-familles, 18 genres. Et vous avez l'oricifère, qui est un embranchement qui a été trouvé dans les sables grossiers au large de Roscoff. Donc tout un ensemble
d'auteurs, de descriptions d'espèces, évidemment, qui ont travaillé essentiellement à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et après-guerre, dans les années entre 50 et 80. Il est clair qu'aujourd'hui, il est plus difficile à trouver une nouvelle espèce d'invertébrés, donc les coques, les crustacés en manche, que dans les fonds profonds ou dans les milieux tropicaux. Mais il n'en reste pas moins qu'on trouve encore de nouvelles espèces, comme vous verrez, je vais l'illustrer un peu plus tard. Diapo suivante. Donc ces faunes, l'inventaire de faune de Roscoff, elles sont existantes aussi au niveau du Boulonnais. Vous voyez ici de Jules Bonnier, un grand zoologiste de la fin du 19e siècle, avec des rééditions sur l'inventaire des poissons, par exemple, en 2003, la faune et flore du littoral du Pas-de-Calais en 2004. Mon ami Gérard Bellan, qui est un Normand, mais qui est émigré maintenant à la station marine d'Andoum, a contribué à l'inventaire des polychètes, les vers marins de la région de Luc-sur-Mer, dans les côtes du Calvados. Et puis, diapo suivante, on a aussi l'équivalent pour la Manche, à l'entrée de la Manche, le long de la Cornouaille anglaise, de la faune de Plymouth, dont la dernière édition a été faite en 1957. Donc on a tout un ensemble de connaissances qui ont été répertoriées au fil du temps, depuis 150 ans, qui nous dit quelles espèces étaient présentes et quelles espèces sont arrivées ou quelles espèces ont disparu aussi, parce qu'on a une évolution à la fois de la faune et de la flore. Suivante. Donc plus récemment, l'inventaire de la faune, donc 2019, du golfe normano-breton, qui vient de l'ULAP de Saint-Brieuc, qui inclut, même si de point de vue géographique et morphologique, la rade de Cherbourg ne fait pas partie du golfe normano-breton, mais peu importe, 2152 espèces d'invertébrés. Donc on voit bien qu'on a une richesse biologique de la Manche avec plus de 3000 espèces d'invertébrés connues et reconnues. Suivante. On a fait le même exercice pour la baie et l'estuaire de la Seine, avec un ensemble de 1500 espèces. Ce qui veut dire que pour faire ces inventaires, on a cumulé l'ensemble des connaissances. Aujourd'hui, malheureusement, et je dois le reconnaître, on a de moins en moins de spécialistes, que ce soit des spécialistes faunistiques ou de floristiques, qui fait qu'on a perdu beaucoup. On fait beaucoup d'études sur l'ADN environnemental, sur de la génétique, de la biologie moléculaire, mais on a perdu, malheureusement, un fond de connaissances sur la faune et la flore de nos dites ordinaires de nos côtes. Suivante. Alors, moi, je vais être plutôt optimiste pour faire le pedant. Je ne suis pas un pessimiste par rapport à deux choses. La première, je parle d'invertébrés marins et donc marins. Donc, je ne parle pas d'invertébrés qui vivent dans les milieux insulaires où effectivement on peut avoir une érosion de la biodiversité. On a plutôt aujourd'hui deux notions que je voudrais faire passer. La notion d'enrichissement de la faune par l'arrivée d'espèces qui sont venues d'ailleurs. Ici, on a fait, avec un financement de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, l'inventaire des espèces marines, animales et végétales introduites en Normandie. Donc, au fil des décennies, on voit qu'on en a de plus en plus, liées essentiellement à deux sources potentielles, à la fois les eaux de ballast, qui transportent à la fois des larves, à la fois du phytoplancton, mais aussi une autre voie principale d'introduction d'espèces, c'est l'aquaculture et en particulier l'ostréiculture et la mytiliculture qui ont été aussi des voies d'introduction extrêmement importantes. Et on reste dessus, 15% des nouvelles espèces connues pour le littoral français ont été observées en premier lieu dans le port du Havre. On voit bien là l'origine des eaux de ballast, 35% en Normandie et puis 51% d'autres régions françaises. Donc on est aujourd'hui plutôt dans une augmentation du nombre d'espèces et pas l'érosion. D'ailleurs, je croyais qu'on allait être interviewé, ou plutôt la table ronde allait être présente par un journaliste de France Info ou France Inter, peu importe. Aujourd'hui, dans les médias, on confond souvent deux choses en ce qui concerne les invertébrés. On parle de disparition d'espèces, mais non, ce n'est pas une disparition d'espèces, c'est une disparition de population. Alors, je donnais à mes étudiants toujours un exemple, même si ce n'est pas un exemple d'invertébrés, c'est un exemple de poisson, le saumon. Tout le monde mange du saumon.
L'espèce saumon en tant que telle n'est pas en danger, il y a des élevages partout et on l'a même introduit dans l'hémisphère sud, sur les côtes du Chili où il n'existait pas auparavant. Ce qui est en danger, d'ailleurs on a fermé la pêche à la fois récréative et professionnelle du saumon, c'est l'espèce saumon, les populations sauvages qui sont en danger. Donc attention, de ne pas confondre la disparition d'une espèce et la disparition d'une population qui y sont indéniables. On me fait signe que je vais être rattrapé par la petite coccinelle, qui est un insecte qui n'a que 3 paires de pattes, alors que ma spécialité, ce sont les amphipodes, qui ont 7 paires de pattes. Alors ça serait dommage qu'à 3 pattes aille plus vite qu'à 7 pattes. Oui, voilà. Donc, dans les coquilles d'huîtres, on a trouvé, en collaboration avec une collègue japonaise, qui est vraiment la spécialiste, Waka Sato Okoshi, qui est venue dans mon laboratoire en 2018. Dès qu'on fait venir un spécialiste, eh bien, il a un œil nouveau. Et par des outils à la fois morphologiques et biologie moléculaire, avec un de ces étudiants que j'ai accueilli dans mon laboratoire 3 mois, on a trouvé des nouvelles espèces qui n'avaient jamais été vues en France. Diapo suivante. Donc, on a besoin de taxonomie. Alors, des cartographies, on en a vu du littoral, on entend parler de berges en ce qui concerne le Québec, trait de côte en ce qui nous concerne. Ces cartographies d'habitat historique sont anciennes. Les cartes de Joubin pour la végétation au début du XXe siècle. Suivante. Mon patron thèse, Louis Cabioche, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, qui avait fait la cartographie originale des communautés benthiques de la baie de la Manche armoricaine, déclinaison en Eunice, dont on a vu tout à l'heure au niveau de Brière, avec, vous regarderez vers à la fois la baie de Morlaix, donc à gauche, et à droite la baie de Lannion, les sables fins sur lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs décennies. Suivante. Donc l'observation, ça veut dire observateur, et souvent, ça va être dans ma dernière positive, c'est pas de mettre en place des nouvelles observations qui est difficile. On arrive toujours à trouver de l'argent. Ce qui est difficile, c'est d'assurer l'observation sur le long terme. Et ici, on a la chance d'avoir des observations sur l'évolution température et salinité, ces 2 paramètres de base de l'océanographie. Eh bien, on a des données depuis 70 ans au large de Roscoff. Suivante. Et on peut comme ça extraire, et on voit que sur la droite, par rapport à la moyenne, toutes les données annuelles sont supérieures à la moyenne. Et on a une augmentation de 0,15 degrés par décennie au cours de ces 70 ans, ce qui veut dire que les eaux au large de Roscoff ont augmenté de plus d'1 degré en 70 ans. À peu près de même chose au niveau de la Manche. Suivante. Donc, accident, la plus grande pollution par hydrocarbures liée à un échouage de superpétroliers, la Moco Cadiz en nuit du 16 au 17 mars 78, diapo suivante. Donc, les nappes de pétrole sont véhiculées à la fois par les courants, mais aussi par le vent. Ils sont à peu près à une vitesse de 3% de la vitesse du vent. Donc, 4 jours, on voit le port de Roscoff à droite, qui est beurré complètement par les hydrocarbures de surface. Donc, diapo suivante, pour certains qui étaient présents il y a 47 ans, quantité de pétrole déversée 220 000 tonnes en 3 semaines, ce qui est extrêmement court, et 350 km de côtes qui ont été pollués par cette gigantesque pollution suivante. Donc j'ai eu la chance de faire ma première... À mon époque, il y avait 2 thèses, la thèse 3e cycle et la thèse d'État. Donc en 77, je commence mes premiers travaux de recherche sur les peuplements benthiques de la baie de Morlaix, Primelle, Pierre-Noire et Rivière-Morlaix. À Pierre-Noire, des abondances importantes de ce petit crustacé dont je disais tout à l'heure, les puces de mer qui avaient cette paire de pattes. Alors ce sont des amphipodes de la famille des Ampelicidés dont on trouve, pour un clin d'œil à ma collègue, aussi des fortes populations d'aploups ici au niveau du Croisic, décrites par Édouard Chevreux au début du XXe siècle, des très fortes populations, et ce qui est relativement rare au niveau mondial, 40 000 individus par mètre carré, et qui servent à la fois de proie aux poissons, aux mammifères et en particulier aux baleines grises du Pacifique. Et on a pu montrer que ces baleines grises se nourrissaient de ces fortes populations d'ampélicidés suivantes qui sont extrêmement sensibles aux hydrocarbures. Donc vous avez à gauche, à gauche de la première flèche à Moco Cadiz, le cycle annuel avant pollution. Ce sont les amphipodes extrêmement sensibles aux hydrocarbures qui disparaissent complètement, pratiquement 99,9%. La première campagne que j'ai faite, je m'en souviens, le 3 avril 1978, eh bien, j'avais plus rien. C'était l'objet de ma recherche. Et on voit qu'au fil de temps,
Eh bien, le message que je voudrais faire passer aussi, c'est qu'on a un système de résilience. Dès que s'arrête une perturbation, eh bien, on a un retour à la situation d'avant. Diapo suivante. Mais, diapo suivante. Mais si on continue les observations, moi je l'ai fait pendant 20 ans, la série d'observations continue suivante, eh bien, à une autre échelle, ça va jusqu'à 30 ans, eh bien, on voit qu'il y a une disparition des ampéliscas sans qu'il y ait eu de pollution majeure au milieu des années 2000. Donc, comment on peut interpréter cette évolution à très long terme? Suivante. Alors, autre situation sur laquelle je vais passer rapidement, hein, c'est la partie orientale de la baie de Seine, a été mis en place par Louis Cabioche, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi par Christian Rétière, qui a été directeur de la station laboratoire maritime de Dinard, dans le cadre du programme national du thermilisme du recrutement, des séries d'observations dans cette partie orientale de la baie de Seine, 1986, 2016, malheureusement en 2021, vous savez pourquoi, on n'a pas pu avoir la campagne, donc la prochaine campagne aura lieu en 2026. Suivante. On voit essentiellement deux choses, je n'ai pas le temps de passer en détail. Un accroissement de la turbidité de la vase dans cette partie, parce qu'on a chenalisé, on a surcreusé la Seine, etc. On expulse en quelque sorte le bouchon vaseux. Et en dépit de ça, on a une grande stabilité des communautés marines. Donc on est devant un paradoxe, un milieu extrêmement anthropisé, extrêmement changeant, avec une pérennité et une très grande résistance et résilience des communautés marines. Suivante. Donc réchauffement des eaux de la Manche plutôt plus forte le long des côtes françaises que le long des côtes anglaises. Suivante. Je vais me faire rattraper par la coccinelle. Ça fait même pas 10 minutes. Donc simplement cette série d'observations qui date depuis 150 ans, d'observation de l'alternance entre les périodes froides où le hareng est pêché préférentiellement le long des côtes anglaises par rapport à la sardine. Donc ces successions sont naturelles. Elles ne sont pas découvertes depuis 20 ans. Hein. On a des séries d'observations qui montrent ces successions d'espèces en fonction des successions de périodes froides et périodes chaudes. Suivante. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir une disparition d'espèces. Hein. On va avoir des changements d'espèces. Suivante. Et là, c'est pris à mes collègues du centre Ifremer Manche-Mer du Nord. On montre une certaine tropicalisation, un changement d'espèces de poissons qu'on trouve plutôt au sud du golfe de Gascogne, et qui, par contre, la morue disparaît de la Manche parce que c'est une espèce d'affinité boréale. Suivante. Donc, on fait des observations récurrentes hein, pour comparer les observations faites dans les années 70 par les observations plus récentes. Suivante. C'est la thèse de François Gaudin. Donc un rééchantillonnage de toute la série d'observations qui avait été fait par Louis Cabioche et collaborateurs. Plus de 3000 stations à l'échelle de la Manche. C'est une des seules bases de données complètes à l'échelle d'une mer. Suivante. On voit les points rouges, c'est ce qui a été rééchantillonné par François Gaudin dans le cadre de sa thèse. Suivante. Et on peut faire des cartes de distribution, voire de modification majeure de cette petite espèce de coque. Suivante. Ah, la coccinelle est arrivée, donc je vais aller très vite. L'évolution de la pêcherie de coquille Saint-Jacques qui vient d'ouvrir au large de la baie de Seine. On a une certaine corrélation entre l'élévation des températures et l'élévation du stock de coquilles. Et il faut être honnête avec le comité régional des pêches qui a mis en place un système de gestion raisonnée de ce stock de coquilles Saint-Jacques qui va aussi dans le bon sens. Ensuite, le bulot, je ne sais pas si vous en consommez, mais consommez-en assez rapidement parce que c'est une espèce qui va disparaître. Le stock s'écroule parce que c'est une espèce d'affinité boréale. On voit sa distribution en rouge. Suivante. Un petit crabe hein, dont on suit l'évolution, dont la nécessité d'avoir des observations. Suivante, j'arrive à la fin. Série benthique à long terme, outil indispensable pour comprendre les réponses des écosystèmes aux variabilités environnementales locales et régionales. Donc double défi, faire la part de ce qui est dû à une activité à une autre activité, faire la part de ce qui est dû au changement climatique des activités humaines. Et puis, dernière chose, c'est revenir en arrière, nécessité de financement pérenne pour assurer. Alors moi, j'ai mon collègue Marc Robin, je suis
un peu ahuri parce que tout ce qu'on voit dans les labos, y compris le mien, c'est la disparition des postes de techniciens titulaires et remplacement de plus en plus de CDD, de post-doc dans les laboratoires. Donc il y a vraiment, monsieur le maire, mais ça s'adresse aussi à l'ensemble des politiques, a besoin de renouvellement des populations de chercheurs et d'enseignants-chercheurs dans nos laboratoires. Suivante. Donc besoin d'observation, de besoin d'observateurs, et puis aussi besoin de développement technologique et d'automatisation quand cela est possible, et pas forcément pour décrire et identifier toutes les espèces qu'on trouve au niveau du fond. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Un grand merci, Jean-Claude, pour cette présentation très très riche. C'est difficile de s'arrêter, je comprends. Juste un petit point sur avant de passer la parole à Florence Simonet de Vattenfall, juste un petit point sur le bulot. Un exemple, tu parles du bulot. Pas plus tard qu'hier, on était au restaurant et on demande des bulots et ils étaient très gros. Hein, ils étaient vraiment de belle taille. Hein. Donc les gens commandent des bulots au restaurant, ils se disent tout va bien, les bulots sont là, ils n'ont pas tellement augmenté de prix, un petit peu peut-être, mais pas tant que ça, et ils sont encore de belle taille. Donc il y a toujours cet écart entre, je dirais bien sûr, une sélection de la commercialisation et puis la réalité du terrain, ce qui se passe sur le terrain. Juste un petit mot là-dessus. Sauf que le bulot que vous avez probablement dégusté hier, c'était pas des bulots de la baie de Granville. Ah voilà. Non, il était Manche-Ouest. Oui, mais bon. Ouais, bon. De plus en plus, on a des bulots qui viennent du nord de l'Europe. Et bon, j'ai vu aussi se développer la pêche au bulot en baie de Seine, qui n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pêche au bulot. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est des produits qui sont congelés, qui viennent du monde entier. Quand on voit que la coquille Saint-Jacques, le nom de coquille Saint-Jacques s'adresse à l'ensemble des pectinidés, dont les coquilles Saint-Jacques du Québec, la Platopecten magellanicus, il y a aussi pas mal d'espèces qui viennent du Chili. Ouais. Mangeons de la coquille Saint-Jacques quand il y a les pêcheurs français qui pêchent la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 avril. Voilà. Et j'ai demandé au restaurateur, effectivement, d'où venaient les bulots, et la réponse a été très très précise, du nord-est atlantique. Oui, voilà. Merci. Merci. Merci, monsieur Devin. Midi et demi, j'espère que vous n'avez pas encore trop faim, surtout quand on parle de bulot. Donc, je suis Florence Simonet, je suis la directrice générale de Vattenfall Éolien. Vattenfall étant un groupe suédois, 100% détenu par l'État suédois. On est un des leaders européens de l'éolien en mer. Je suis également directrice des autorisations pour des parcs éoliens situés au large de l'Angleterre, de la Suède, de la Finlande et peut-être un jour la France. On n'est pas encore présent sur nos belles côtes françaises. Et je suis également administratrice de France Renouvelable, donc une des associations qui représente les opérateurs éoliens terrestres et maritimes, ainsi que du PV qui est pilotable. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Donc, je suis très heureuse de participer à cette 3e édition des Océans Atlantiques. Et je souhaite tout d'abord te remercier, Brigitte, pour ton invitation. Car je pense, pour en avoir discuté à de très, très nombreuses reprises, que nous partageons un engagement fort vis-à-vis du développement des énergies marines renouvelables et de l'excellence environnementale. Donc, vous ne me connaissez pas, hein, je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui me connaissent, mais ça fait près de 15 ans que je suis engagée à développer des énergies marines renouvelables en France, mais pas qu'en France d'ailleurs. Et je pense qu'il est possible de mesurer le chemin parcouru depuis ces 15 ans. Bien sûr, j'entends les questions, les doutes et les oppositions. Je suis lucide sur les défis qu'il reste à relever, mais c'est un avenir qui nous reste à construire tous ensemble. Et je pense que nous devons l'aborder avec pragmatisme et optimisme. J'entendais ce mot-là tout à l'heure. Et donc, je suis à titre personnel convaincue que ces deux approches, elles se complètent parfaitement. Et il convient d'admettre qu'il faut connaître les enjeux auxquels nous devons faire face. Ils sont parfois nombreux, mais plutôt que de reporter les responsabilités sur un tel ou une telle, il est essentiel que chacun d'entre nous, ou chaque entreprise, prenne sa part à la recherche de solutions concrètes.
Donc ces solutions, elles commencent par l'observation et la compréhension de l'océan et du milieu maritime de manière très générale, et sous ces différents angles. Pour avoir un véritable effet de levier sur nos pratiques, il faut que cette acquisition des connaissances, elle soit partagée avec le plus grand nombre et qu'on ne se fixe pas de limites dans ce partage. Ça, c'est essentiel. Et en tant qu'énergéticien, on est engagé dans la décarbonation des usages et nous sommes convaincus que pour améliorer les performances de nos projets, tout en créant des opportunités, en ayant un impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un de nos axes de développement. Et je souhaitais ainsi partager avec vous de quelle manière on intègre les nouvelles technologies dans le suivi de nos parcs éoliens en mer. Donc chez Vattenfall, l'intelligence artificielle constitue un des axes stratégiques majeurs dans le déploiement de nos parcs éoliens en mer. Et grâce à cette intelligence artificielle, on a pour objectif de mieux anticiper les dysfonctionnements et les anomalies qu'on pourrait rencontrer dans l'exploitation de nos parcs. Donc l'intelligence artificielle, elle est capable d'analyser une très grande quantité de données. Et dans le cas de nos parcs, on a beaucoup de données parce qu'on a beaucoup de capteurs qui sont présents sur nos machines. Et l'analyse et la modélisation qui sont réalisées, elles ont pour objectif d'anticiper les pannes afin de limiter le nombre d'interventions en mer qui sont toujours dangereuses d'une manière dans l'absolu. Donc au final, il s'agit d'optimiser la disponibilité des machines pour maximiser la production décarbonée. Donc cette capacité de l'intelligence artificielle à traiter des volumes plus importants de données nous permet également d'améliorer l'efficacité et la performance de nos installations. En effet, il est désormais possible d'ajuster la production énergétique en combinant les données météorologiques, ça on connaît bien, les données océaniques, avec celles du réseau électrique et d'ainsi renforcer cette stabilité du réseau électrique. Mais cette intelligence artificielle, elle a également un intérêt pour le suivi environnemental et la protection de la biodiversité. Donc dans mon introduction, j'ai évoqué l'importance de reconnaître les enjeux et notamment les défis à relever. Et par conséquent, je souhaitais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche que nous menons sur l'un de nos parcs éoliens en mer situé au large des Pays-Bas. Donc il s'agit du parc éolien de Hollandse Kust qui a été mis en service en 2023. Et pour être autorisé à exploiter ce parc, nous avons l'obligation d'arrêter les 139 turbines dès lors qu'une migration d'oiseaux ou de chauves-souris est prévue par les modèles de prévision. Donc ces prévisions de migration, elles nous sont communiquées par l'administration hollandaise 48 heures avant les événements. Et les arrêts de machines, ils sont par conséquent anticipés et mis en œuvre automatiquement, qu'ils soient ou non observés des espèces en migration, ou qu'il y ait ou pas un risque de collision pour les espèces en migration, oiseaux et chauves-souris. Donc juste à titre indicatif, cela représente à peu près 10 000 heures d'arrêt cumulés sur une année, ce qui représente un petit peu moins de 1% de la production annuelle de ce parc. Donc c'est pas beaucoup. Mais ce principe de précaution, en l'absence d'observation in situ, il est fondamental, mais il nous a quand même poussé à réfléchir de quelle manière on pouvait améliorer notre compréhension de l'impact réel de notre parc éolien sur ces espèces. Donc on a développé un programme de recherche pour répondre à deux questions. Première question, quelle est la part de l'activité nocturne de ces espèces? Et d'autre part, quelle est la collision réelle des chauves-souris et des oiseaux vis-à-vis des parcs éoliens, ou de ce parc éolien plutôt. Donc sur des parcs éoliens terrestres, la mesure de la collision réelle, elle se fait sur la base de la collecte de cadavres d'animaux. Je sais que c'est pas très reluisant quand on parle de cadavres, mais ça se collecte au pied des mâts et on intègre un facteur de prédation pour les charognards. Par contre, vous comprenez bien qu'en mer, il est totalement impossible, et ça c'est vraiment ce défi-là, de mesurer cette collision en collectant ces cadavres parce qu'on ne les retrouve pas. Alors j'ai entendu déjà des solutions où on me demande d'étendre des grands filets sous les machines. Je vous rappelle, le diamètre c'est 300 mètres, donc vous imaginez bien que c'est pas possible pour une question de sécurité, et puis aussi parce qu'on ferait peut-être plus de dégâts vis-à-vis des espèces. Donc en 2024, on a par conséquent équipé une de ces 139 turbines de ce parc de 16 caméras thermiques. Alors je fais un peu de teasing, mais on en a déjà prévu, 80 caméras supplémentaires pour équiper 5 turbines supplémentaires dès cet automne. Donc c'est comme quoi il y a déjà des petites solutions qui voient jour. Donc pourquoi les caméras thermiques? Parce qu'elles présentent l'avantage de voir la nuit. Par contre, le désavantage, c'est qu'on ne connaît pas le type d'espèce, en tout cas pas pour le moment. Donc ces caméras,
donc ces 16 caméras, elles sont disposées de deux manières. Donc il y en a 8 qui sont placées sur la pièce de transition, donc c'est l'espèce de plateforme sur laquelle ça permet de monter sur la turbine, sur l'éolienne. Et donc il y en a 8 qui regardent un angle comme ça à l'horizon. Et il y en a 8 autres, qui sont situés au même endroit, qui regardent le ciel et qui regardent le rotor en rotation. Et donc de manière très schématique, si un objet, donc un oiseau ou une chauve-souris ou peu importe, heurte une pale, donc la disposition des caméras permet de corréler finalement, quand elles sont toutes coordonnées les unes par rapport aux autres, de corréler les trajectoires. Donc un objet qui rentrerait en collision avec une pale va être finalement vu à l'horizon par les caméras qui sont disposées à l'horizontale. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient, car c'est un outil hyper performant qui peut apprendre et mettre en corrélation les événements les uns par rapport aux autres. Donc, grâce à cette intelligence artificielle, on va pouvoir enregistrer également les traces et on peut déjà commencer à distinguer, alors j'ai pas voulu faire de slide, mais on commence déjà à distinguer les traces, on peut distinguer les oiseaux des chauves-souris. Donc à ce stade de cette expérimentation, il n'est pas encore possible de détecter le type d'espèce, mais pourquoi pas dans un futur proche. Donc ce travail que nous menons en collaboration avec les universités, et on y associe bien entendu les services de l'État, il vise à quantifier les risques afin de proposer des mesures ciblées et efficaces. Donc par exemple, le but c'est d'avoir un bridage localisé sur une ou plusieurs turbines, plutôt qu'un arrêt complet du parc, ou un bridage déclenché par l'observation directe, plutôt que des modèles prédictifs. Donc vous me direz qu'il existe toujours des défis, comme par exemple la fiabilité des données et des modèles, mais c'est en testant et en essayant qu'on trouve des solutions et qu'on s'améliore. Donc j'espère que cet exemple assez concret que je viens de vous présenter de manière quand même assez succincte vous montre qu'il existe de nouvelles perspectives en faveur d'une production énergétique toujours plus respectueuse de l'environnement. Donc chez Vattenfall, on a cette conviction que la technologie, en synergie avec la recherche et l'innovation, ça constitue un véritable effet de levier pour réussir la transition énergétique tout en assurant la préservation de la biodiversité. Ce que je pense pour autant qu'il est important de souligner aujourd'hui, c'est que pour que cela se concrétise, il faut que les gens échangent, communiquent et surtout qu'ils ne se détournent pas de la science, puisqu'on entend pas mal en ce moment des propos que je ne citerai pas. Donc je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez des questions sur ce sujet.